On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, place au rire jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et sa bande. Chaque jour de l'année, il les questionne sur ce qui fait l'actualité. Tout de suite, les meilleurs moments d'On va se gêner. C'est un ami martiniquais qui s'appelle Zoom Zoom qui me dit c'est un kangourou qui rentre dans un bar. Il dit un gin fizz s'il vous plaît. Le barman se rapplique avec le verre rempli de gin fizz et il lui demande 50 €. Quand même intrigué par le spectacle qu'il a sous les yeux, un kangourou qui boit un gin fizz, il s'approche de l'animal et il lui dit c'est quand même plutôt rare des kangourous dans le centre-ville. Et le kangourou lui répond à 50 € le gin fizz, ça m'étonne pas. Non, elle est pas mal. Très bonne histoire. Merci Pierre. Alors en plus, vous êtes d'accord? Alors, non, c'est une très bonne histoire. En 42, quand on me l'a raconté la première fois, j'ai hurlé de rire. Christine Bravo, une auditrice même, qui s'appelle Catherine, me dit pourriez-vous s'il vous plaît transmettre ce message à Christine Bravo? Si elle adapte son livre Foudre, j'ai son Sam. Il faut expliquer que Sam, c'est un des personnages principaux du livre. Je joins à la photo de ce comédien qui rentre bientôt de Los Angeles en juin. Je vous donne son numéro de portable. Je vois la photo. Et je compte sur votre gentillesse. Je suis sûr qu'il serait parfait dans le rôle de Sam. Il a l'air pas mal, c'est vrai, le comédien. Il y aura une adaptation de votre livre, Christine? Il y a des demandes. Il est pas mal, ce comédien. Il est vachement bien. S'il sert pas pour Sam, moi j'en veux bien. Faut trouver un comédien quand même qui ait du tempérament et des compétences physiques importantes. Parce que le bouquin de Christine, c'est l'histoire d'un mec qui commence à bander le 15 juillet et qui débande pas avant le 6 août. C'est vrai. C'est ça l'histoire. C'est vrai. Et puis en plus, qui sait se retenir pendant un petit moment aussi. Oui, donc faut un professionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est quand même. J'ai pas lu ce bouquin, mais ça a l'air d'une belle saloperie. Faut quand même expliquer que le mec, c'est plutôt Christine dans le bouquin. Oui, c'est ça qui est inquietant. Oui, c'est pour ça que c'est plus facile de bander. Et de se retenir. Elle a inversé, moi qui connais l'histoire vraie. Non, ça n'est pas autobiographique. Mais ça veut dire quand même. Mais c'est quoi l'équivalent du priapisme pour une femme? Ce n'est pas. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça Atlanta, la pudeur? Mais non, Parce que vous voulez en vendre, je pense. On va au centre zoologique de Warwickshire. C'est en Angleterre. En Angleterre, c'est dans le sud de l'Angleterre. Le centre zoologique de Warwickshire. Et alors là-bas, il y a un gros problème de contamination. Ouais. Quel genre de problème de contamination? Non, pas la fièvre afteuse. C'est un animal qui contamine d'autres animaux. Oui, exactement. C'est un centre zoologique, ça veut dire les animaux. Non, ça pourrait être. Les poules, c'est des oiseaux? Ce sont des oiseaux. Ils sont des animaux. Le psittacisme, c'est. Pardon? Le psittacisme. Le quoi? Le psittacisme. C'est-à-dire? Le psittacisme, c'est la façon dont parlent les perroquets. Et justement, qu'il y a des hommes qui parlent comme ça, et on dit, il fait du psittacisme. Alors écoutez, il y a un petit rapport, Pierre Bénichou. Enfin, un gros rapport, même c'est pas la bonne réponse. C'est parce que ce sont des perroquets. Il s'agit de perroquets. Et moi, je connais bien les perroquets, donc je vais donner la bonne réponse. Donc, ces perroquets troublent les autres animaux en parlant. Non, pas les autres animaux. Troublent les clients. Troublent les clients. Non plus. En leur donnant des ordres. Non. Les cigognes? Se troublent entre eux. Voilà, alors expliquez. Se troublent entre eux, car les perroquets se donnent des ordres. Oui, c'est-à-dire ils obéissent à une hiérarchie? Non, tous les animaux obéissent à une hiérarchie. Ils ne donnent pas d'ordre. Non, mais ils te disent certaines choses. C'est-à-dire ils répètent tout ce qu'on leur dit. Alors... Et on en a marre. Et alors ça mais non, mais c'est-à-dire que ça a commencé par un perroquet. Un perroquet qui dit certaines choses. Il a appris certaines choses ou il a répété certaines choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tous les perroquets répètent la même chose et ça fait quasiment une manif de perroquets. C'est exactement ça, mais qu'est-ce qui se dit alors? Écoutez, moi j'ai appris, je vous assure que c'est vrai, mes perroquets, la dernière phrase que je leur ai appris lorsque je leur ouvre les volets le matin, on a changé la dernière phrase que je leur ai apprise, à cause de tes histoires de perroquets. Prenez-leur le français d'abord, vos perroquets. Je leur apprends le vrai, et lorsque j'ouvre les rideaux ou les volets le matin, ils crient tous « augmenter nos salaires ».
Donc je vois que les perroquets peuvent manifester. Donc on leur a appris quelque chose. Alors là, en l'occurrence, sur la reine, évidemment, ils disent. Pas du tout. Fuck the Vous l'avez queen. dit quasiment. Oui, alors, ils insultent les passagers, les Voilà, visiteurs fuck the du queen. zoo. ça a commencé par. Connasse, connasse, Voilà, connasse, voilà. connasse. Et- Je t'en prie. N'insulte pas des inconnus, toi. Hein. Bon, alors vas-y. Ça a commencé par un perroquet du centre zoologique de en Angleterre. Le premier perroquet a commencé à proférer des injures à longueur de journée. Il y a un spécialiste des langues qui a été appelé pour lui faire perdre cette habitude. Le comportement de l'animal allant en se détériorant de jour en jour. Plus ça allait, plus il disait des injures. Ils ont décidé d'engager un professionnel des langues et des bonnes manières. Sans succès, le perroquet continue à faire des injures tout au long de la journée. Et tous les autres s'y sont mis. Le pire, voilà, c'est que les paroles du perroquet se sont propagées dans toute la volière et ce sont désormais tous les perroquets du parc zoologique qui connard, salope, toute la journée. Jeff Gwaycock, le responsable du secteur, dit ces oiseaux vivent entre 60 et 70 ans. Ah bah ça va durer. Et notre perroquet initiateur n'en a que 10. Il va falloir supporter ça encore longtemps. Mais non, je sais ce qu'il faut faire. Alors justement. Non mais moi j'ai une Ah oui. solution. Il faut leur donner d'autres mots intéressants à dire. Justement, il y a dans le métro, il y a un mec qui est assis là, avec une casquette, genre gamin, il est comme ça, puis d'un coup, il y a un punk qui entre dans le métro. Quoi Un punk, avec des cheveux rouges, jaunes, verts, avec de la gomina qui est comme ça, et puis qui chante, et là, bah. Et le gamin, il dit, fiston, ta gueule, fiston. Et l'autre, il continue, ta gueule, fiston. Et l'autre, il dit, mais arrêtez de m'appeler fiston, je suis pas votre fils. Il dit, si, t'es mon fils. Il dit, mais comment tu es votre fils? Il dit, j'ai enfilé un perroquet il y a 20 ans. Oh non. Elle est très bonne. C'est frais. Donc quand j'ai entendu perroquet, non mais c'est Ah drôle oui, quand même. évidemment, j'ai bien compris. Oui. C'est drôle, j'ai enfilé un perroquet il y a 20 ans. il y a un punk qui- J'aime bien Pierre, vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime bien aussi. Oui, j'aime bien. Non, je voulais juste vous c'est apprendre. aussi ça, Pierre Bénichou, moi je dis. Oui, c'est surtout Voilà. ça même. Tu devrais le raconter au Comment perroquet. ça, c'est surtout essentiellement ça? ça. C'est-à-dire Non, mais c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on connaît bien dans les hôpitaux psychiatriques. Vous dites un mot et immédiatement il y a une association du coq à l'âne qui n'a forcément rien à Oui, voir oui, absolument. oui. avec la On dit conversation. perroquet, je pense à une histoire de perroquet. Oui, C'est- l'histoire c'est- drôle. ça s'appelle l'esprit humain, ça. Non, mais je veux dire sérieusement, tu vas me parler d'associations d'idées qui peuvent être très lointaines, en Oui. effet. Et tandis que là, c'est pas une association d'idées, c'est une évidence. On dit perroquet, je pense perroquet. C'est ça l'association d'idées, c'est Hein propre de sauter sur un mot. On me dit par exemple, on me dit Miller, je pense tout de suite sexualité. C'est normal. Oui, c'est vrai. Mets-toi à ma place, on est toutes les mêmes. Hein. On va se gêner sur Europe Le best-of. 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Annabelle et Guillaume, bonjour. 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 Annabelle, vous êtes dans l'Isère, c'est bien ça? Oui. Oui. Quel âge vous avez, Annabelle? 32. 32. Et avec votre vraie voix, ça donne quoi? Vous avez, Avec votre maman à côté. vous avez une voix de petite fille, Annabelle? Oui, mais le téléphone, ça déforme aussi, je pense. Ah non, ou alors vous avez aspiré trop d'hélium. Vous seriez pas l'invité mystère? Non, c'est ma vraie voix. Ouais, faites gaffe, il y a Gros Minet juste derrière. Annabelle, elle triche en fait, elle a 12 ans et elle veut... Moi, ça m'arrive tous les jours, là, ce que vous me dites. C'est vrai, tous les jours on vous dit ça, c'est vrai? C'est ce que Zaya disait aussi. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Annabelle? Je suis en congé, là. En congé de quoi? Policière, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, police. Je vais bientôt être poleuse, en fait. Bientôt être poleuse. Voilà. Ça veut dire que vous allez être à la NPE, enfin au Pôle emploi, mais quel métier vous avez fait avant jusqu'à 32 ans? Donc, j'étais gestionnaire de paye en cabinet comptable. Gestionnaire de paye en cabinet comptable. Jamais de téléphone rose, de trucs comme ça. Annabelle, vous allez affronter Guillaume. Annabelle est bien mystérieuse. Guillaume est à Versailles. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie, Guillaume? Moi, je gère un site internet qui fait des promotions sur des bars et restaurants à Paris. C'est-à-dire que grâce à vous, on peut payer moins cher notre verre quand on va dans un bar ou dans un resto. Le gin fizz est à combien? Et ça marche, ce site internet? Oui, en fait, c'est un nouveau type d'achat. En fait, les restaurants, ils font des grosses promotions s'il y a un nombre minimum d'acheteurs qui viennent chez eux. Ah, c'est pas bête. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, je compte les en fait maintenant, quand les auditeurs parlent. Non, parce qu'en fait, je suis à Bordeaux, en fait. Ça me tue. Ça vous tue, mais que vous serez plus là, on sera en fête.
J'avais oublié, il y a 4 jours que je suis pas venu, j'avais oublié le livre. Qui d'Annabelle ou Guillaume partira au jardin de Saint-Benoît, maison de village, vignoble et spa au cœur des Corbières dans l'Aude, l'atmosphère d'un petit village languedocien. Pour vous, Guillaume ou Annabelle, attention, vous êtes prêts? Oui. C'est vrai qu'elle est amusante, Annabelle. Hein. Attention parce que la question n'est pas facile. Je suis même pas sûr qu'autour de la table ils vont la trouver tout de suite. Il faut un peu de culture politique, ou alors il faut avoir lu le Figaro aujourd'hui. Le Figaro qui titre Fillon en route vers un quinquennat à Matignon avec un point d'interrogation, puisque François Fillon va peut-être battre un record de longévité en tant que Premier ministre. Hein. Ça fait quand même un moment qu'on dit qu'il va partir, mais il est toujours là, Fillon à Matignon. Les records de longévité à Matignon, c'est Georges Pompidou qui le détient. Ensuite, il y a Jospin, Raymond Barre. Mais on nous donne aussi les records de brièveté dans le Figaro. Qui est resté le moins longtemps Premier ministre à Matignon? En tête, c'est Édith Cresson, qui n'est resté que 10 mois et 18 jours. En 3e position, c'est Pierre Bérégovoy, qui n'est resté que 11 mois et 25 jours. Mais qui est resté entre Édith Cresson et Pierre Bérégovoy? Qui est resté seulement 11 mois et 6 jours à Matignon? Ah, c'est facile. C'est quelqu'un qui est encore en vie? Non. C'est facile, hein. C'est Raymond Barre. Non, Raymond Barre, il fait partie des records de longévité. Ah, il faut un peu de culture politique. Hein. Il était à gauche, ce monsieur. Non. À droite. Il était à droite. Pompidou? Non. Bravo, bonne. Pompidou, record de longévité, je l'ai dit dans la question. 63-68, Pompidou. C'était en quelle année? Ah bah ça, c'est trop facile. C'est la 5e République? Oui, bien sûr. Il est très connu, ton Non, mec, justement, évidemment. 5e République, c'est 5e République. Entre 68 et 69. Couve de Murville, évidemment. Maurice Couve de Murville, bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais alors, à une fraction de seconde, il me l'a piqué. Maurice Couve de Murville. On vous a laissé du temps, Annabelle et Guillaume. Hein. Oui, ouais. Annabelle, ta mère est là ou pas? Le téléphone pleure. En tout cas, j'étais bien contente de passer à l'émission. Quand elle ne répond pas. Non mais Annabelle, vous vous foutez de nous là, vous n'avez pas 32 ans. Non, mais si, mais c'est vrai, je vous jure. Non, mais c'est vrai, mais je comprends que vous ne me croyez pas, mais c'est vrai, j'ai 32 ans. Hein. J'ai une petite fille, elle s'appelle Maya, je lui fais des gros bisous. C'est vrai que ta petite fille, elle parle comme ça ou pas? Bonnes vacances à l'écoute d'Europe 1 et jusqu'à 18h30, on redécouvre ensemble ou découvre aussi, si vous êtes passé à côté, les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier et sa bande. Qui a été victime d'un rassemblement de coccinelles ce week-end? La ville de Caen. Pourquoi la ville de Caen? Parce que la ville de Caen, depuis très longtemps, fabrique des larves de coccinelles qu'ils vendent dans la France, dans l'Europe entière. Il n'y a que vous qui savez ça, des larves de coccinelles, la ville de Caen. Oui, c'est la luxe intégrée biologique. Plutôt que de mettre du subside qui pue, qui pollue, tu mets des coccinelles qui bouffent les pucerons. Tu as des pucerons sur des rosiers. Après, tu es envahi par les coccinelles. Eh ben oui, comme chez moi, j'en ai plein ma chambre. Exactement. C'est le problème, il faut l'équilibre écologique. La coccinelle dit aussi bête à bon Dieu. Eh oui, bien sûr. Fera-t-il beau dimanche? Refuser les bêtes à bon Dieu, c'est le mais quand elle a très faim, elle commence à te mordre. En tout cas, c'est pas du tout ça, Jérôme Bonaldi. Ah d'accord. Est-ce que c'est l'animal ou la voiture? C'est plutôt la voiture, Caroline. Oui. Alors donc. Est-ce que c'est pas les joueurs du PSG en tout cas? Je me rappelle plus de la question. La ville de Würzburg, c'est Würzburg. Qui a été victime ce week-end d'un rassemblement de coccinelles? C'est pas au salon de l'automobile à Pékin? Du tout. Je peux même vous dire qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont été victimes de ce rassemblement de coccinelles. Ah ouais. Trop de bruit. Mais je vous demande un nom sur les 40. C'est des gens qui sont connus alors. Ah bah, qui a été victime d'un rassemblement de coccinelles? Stevie Oman. Il aurait pu. Alors attendez, c'est un personnage politique qui a été victime? Non plus. Non, un artiste? Non plus. Un homme de télé? Un homme de télé. Oh, Michel Drucker. Michel Drucker. Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce qui lui est arrivé? Intoxication alimentaire à côté de Dijon. Intoxication alimentaire à côté de Dijon. Je vais vous expliquer dans un instant comment et pourquoi. Bonne réponse de Maman et Michalak. Mais j'ai pas compris le rapport. Une quarantaine de personnes ont été brièvement hospitalisées au CHU de Dijon ce week-end après avoir partagé le même repas. Ce repas a été fait à la mi-journée d'une épreuve de la Fun Cup, compétition automobile rassemblant des coccinelles Volkswagen sur le circuit Dijon-Prenois. Voilà. Les participants à ce rassemblement ont été pris dans l'après-midi de vomissements et de nausées.
devant la rapidité avec laquelle le nombre de malades augmentait. Il a été fait appel aux sapeurs-pompiers. Il y avait 2 enfants parmi les victimes. Voilà, ce sont des pâtes préparées par un traiteur à la demande des organisateurs qui seraient en cause. On peut avoir le nom du traiteur. le nom du traiteur. C'est le même qui fournit le moulin rouge. Ah, quelle horreur. Ils sont dégueulasses, leurs pâtes. Bien fait pour lui, Jean-Pierre Pernaut. Hein. Quoi? Bien fait pour C'est lui. honteux ce qu'on bouffe là-bas, au Moulin Rouge. Ah oui, hein. Enfin, pas au cabaret. Les employés. La fréquentation du Moulin Rouge baisse de moitié demain, déjà qu'on n'est pas mort. Ah oui, on parle de la cantine, du plateau télé. La On parle cantine pas du itinérante restaurant du Moulin Rouge. Non, le restaurant du Moulin Rouge, c'est un des plus grands restaurants de Paris. Attends, la refait et t'essayes de mettre un accent de sincérité. On dit ça pour qu'on essaie de... C'est vrai qu'on n'y a jamais bouffé au restaurant. D'abord, parce qu'il y a un restaurant au Moulin Rouge. Au rendez-vous des cordons bleus. On n'y a jamais dansé. 7 ans qu'on est là-bas, ils nous ont même pas invités une fois. Non, mais quand bon. on y pense. Ça leur appartient. Une fois ou deux, il y a une fois par an, en fait, il y a les girls les danseuses du Moulin Rouge qui viennent là. Elles sont pas mal, hein. Ah oui. Vous avez eu 1 ou 2 cuisses de poulette, vous, quand même. Non, moi, elle me regarde, elle dit alors comment ça va le nain? Elle me dit. Toi aussi. Non, mais moi, T'imagines ce qu'elles me disent? Bon. Mais jamais on a été invité à bouffer là-bas. C'est quand même con pour Jean-Pierre Pernaut. J'espère qu'il a pu présenter son journal à 13h. Je crois, oui, il a présenté son journal. Parce que tout le monde est sorti du CHU assez vite. Oui, mais bien fait pour lui, parce que son journal, il est indigeste. Hein. Non, c'est honteux de dire ça. Non, attendez, il y a une chose que je croyais, c'est que je croyais que tu pouvais manger des pâtes n'importe où et que c'était exactement le genre d'aliment qui ne risquait rien. C'est pas les pâtes, c'est la sauce. C'est pas les pâtes, c'est la sauce. Moi, ça me fait assez marrer quand même, tous ces connards qui vont faire comment ça s'appelle, un rallye en coccinelle. Ils amènent les enfants, ils amènent Jean-Pierre Pernaut, qui a dû toucher rien, une somme minime, vraiment minime. Je crois qu'il était payé en nourriture. Il était payé en pâtes. Bon, il bouffe le truc. Oh, dis donc, qu'est-ce que j'ai mal au ventre, et toi, moi aussi. Oh putain, dis donc. Regarde là-bas, l'enfant, là, il sort de douleur. Mais quoi, il a mal au ventre aussi. CHU, machin, ils sont là dans l'hôpital à se tenir le ventre. Et Pernaut, et les connards, ils disent, faites quelque chose, monsieur Pernaut, faites quelque chose. Non, mais je veux dire. Imposition des mains. Ah oui, c'est vrai. C'est l'histoire de Belmondo, qui était dans l'avion un jour, Paris-New York, et tout d'un coup, l'avion, il y a des trous d'air terribles. L'hôtesse de l'air commence à signer. Tout le monde attaché, ils étaient comme ça. Il y a un mec qui vient vers Belmondo qui dit, faites quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y a Pernaut qui est là, tout le monde doit se tourner vers lui. Oui, lui dire, mais qu'est-ce que vous pensez? Bah, il dit, je sais pas, il dit, je connais un artisan du côté de Montfaucon. Qui fait du papier cul. qui fait du papier hygiénique. Je veux dire de venir, parce que c'est une entreprise comme on aimerait en voir fleurir beaucoup plus, une entreprise française, monsieur. Hein, c'est pas une entreprise où il y a des syndicats, des salauds qui votent à gauche et tout. Non, c'est une vraie entreprise. Non, il arrête la main là, à ce moment-là. Mais... Ah, mais oui. Ça me fait assez plaisir cette chiasse. Un peu de musique pour adoucir les morses, ça vous va? Ça va être encore un truc genre Beatles ou des conneries. Pas du tout. Alors, tenez, à votre avis, tenez, je vais enlever son nom, vous allez me dire qui c'est ce monsieur. Voilà, hop, regardez cette superbe photo. C'est qui à votre avis? Pierre Bénichou. Un musicien, tu dis? Un musicien. Français? Non. Italien? Oui. Ah, c'est Verdi. Verdi, c'est bravo. Il a 100 ans. Giuseppe Verdi. Oui. Enfin, il n'a pas 100 ans, Oui, mais il disparaît. il a 150, enfin bon. Il fait de la musique maintenant, parce qu'il avait un restaurant à l'époque. Il y a 100 il y a 100 ans, il disparaissait le 27 janvier 1901. On l'a jamais retrouvé. Non, mais on a gardé. C'est incroyable qu'il y ait autant de gens qui disparaissent et qu'on ne les retrouve plus. C'est vrai. Avec les moyens qu'on a maintenant, l'Internet et tout. Les GPS. Moi, je vais faire verdi@.com. Vous allez voir si je vais vous le retrouver, Verdi. Ouais. Bah, vous allez en tout cas retrouver ses opéras. C'est quand même pas mal ce qu'il a laissé, ce monsieur-là. Ah oui, un paquet. Hein. Et donc, comme on fête le centenaire de sa mort, il va y avoir des tas d'opéras de Verdi joués à travers le monde, en France comme ailleurs. Des tas de papiers qui lui sont consacrés. C'est le cas, il y a tout un dossier dans Le Point, Verdi et l'opéra Verdi et le cinéma. Là, on nous montre Sophia Loren dans Aïda, ça date de 53. Oh, les trompettes d'Aïda, qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai? Vous aimez ça? Vous faites bien Verdi, hein? Moi, par la force du destin, c'est tout ce que je connais. Vous pouvez nous le chanter, la force du destin? Non, je peux pas. Pourquoi? Bah,
Bah pourquoi quand voulez-vous que je vous chante un opéra ou même aussi doué que je puisse être? Je crois vous le faire là maintenant. Rémi Brica, il faisait, lui. Mesrahi, je lui demande de me chanter un opéra, il me le fait. Rigoletto, allez-y. Rigoletto. Ça y est, Mesrahi, je lui demande, il me le fait. Mais c'est Mesrahi. Nabucco, vous connaissez Nabucco, Jean-Yann? Dinosaure. Nabucco, c'est de Verdi. Et les paroles sont avec l'ami Binas, on s'ennuie jamais. On est natif d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne. Verdi, la force d'un destin. En tout cas, voilà, vive Verdi. L'Europe entière célèbre son centenaire. Je voulais moi aussi qu'on lui rende un petit hommage. Vous en écoutez beaucoup, vous, chez vous, Mesrahi? Ouais, je vais c'est votre compositeur préféré, c'est lequel? Mon compositeur préféré, j'en ai beaucoup, j'aime bien j'adore Brahms, voilà. Brahms. Ouais, et Johann Strauss. Bon. Je vais vous poser la question, aimez-vous Brahms? Écoutez, je vais vous répondre, oui, j'aime beaucoup Brahms. Un film joué par Lauren Bacall. Non, pas Lauren Bacall, comment elle s'appelait dans Ingrid Bergman. Ah bah, il y avait un hein. Ah oui, Ingrid C'est un Bergman, bouquin de Yves François Montand. Sagan. Ah oui, c'était ça. Voilà. Aimez-vous Brahms? Aimez-vous Brahms. Et il y avait la musique de Brahms Derrière. qui fait. Je vais vous dire la musique que c'était. Jamais attendu qu'on est natif d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. J'ai des nouvelles de Céline Dion, ça vous va? Ah non, je déteste alors. Oh, écoutez, elle est enceinte. Elle a mis bas? Ah non, elle a pas mis bas. Ah non, pas encore. Ah ben, en tout cas, le môme va s'appeler René Junior. Oh là là. Il est pas né, le petit enfant? Et il n'est pas né encore. Quand tu seras dans la purée, reviens vers moi. Je ne mène pas la vie dorée que mènent les rois. T'auras toujours ta petite côtelette panée. Reviens, mon petit René. C'est quoi cette chanson? C'est quoi ça? Une chanson de 1900 que mon père me chantait. Ben voilà, il va s'appeler, pourquoi pas René Junior Enfin, après. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est tartouille quand même, il y a des prénoms qui passent mieux. Ouais, mais Pourquoi bon, ils sont canadiens aussi, hein. René Junior, c'est mignon. Bonjour René Junior, comment que tu vas? René, c'est un truc qu'on peut dire avec l'accent canadien. René. Mohamed, c'est plus dur. L'autre jour, j'étais avec mon fils, c'est Mohamed. S'il mange ton couscous, moi aussi. Gérard, quelque chose à ajouter? Non. Gérard, Philippe Merguez. Moi, j'ai dit plus rien. Dès que je dis un mot, il se met à chanter. Il y en a un qui se met à chanter. Non, moi je me tais. Chante, la vie chante. la chambre de René Junior est déjà prête. Elle sera située entre le bureau de René et la chambre du couple. C'est pas ça qui va m'empêcher de chanter. En plein milieu de la chambre se trouve une statue de Moïse décorée de tulle bleu. C'est le Moïse qui est décoré Il faut pas se moquer de Moïse, hein. Comme la Tour Eiffel, le Mais tube non, bleu. c'est pas une statue de Moïse, les berceaux, C'est ça un s'appelle Moïse. des Moïse. Le berceau, on Un voit que t'as pas Moïse. de... Dans le temps... Non, enfin, Laurent. Un Moïse, c'est un berceau. C'est un berceau en osier. C'est écrit ça. Mais non, il y a une virgule. Un Moïse. En face C'est d'une écrit. statue. En plein milieu se trouve une statue de Moïse décorée de tulle bleu et un landau bleu foncé. Mais pas du Ah, tout. eh bien. C'est un Moïse. Au lieu de mettre va un pas Moïse, promener le môme c'est le sur le dos journaliste de qui a mis une Moïse dans la statue rue. de Moïse parce qu'il savait pas qu'un Moïse, c'est le petit berceau. Parce que... C'est Katia Alibert. Katia Alibert. Katia Alibert dans Gala, elle écrit Jupiter Ah, Iceland. si c'est un gars-là, c'est pas Son écrit. nid est déjà prêt. Il est situé entre le bureau de René et la chambre du couple. En plein milieu se trouve une statue de Moïse décorée de tulle bleu et un landau bleu foncé. Mais Moïse en tulle bleu, ça veut rien dire. Ah Mais oui, attends, t'imagines mais- Moïse avec un petit truc bleu comme ça. Et pourquoi pas un petit tutu rose aussi? Il n'y a jamais de statue de Moïse puisque dans la religion juive on ne montre pas On Dieu. montre pas, ouais. On les montre C'est pas. ridicule. Même pas. C'est pas Dieu, Ni même Moïse. pas on les montre. Qu'est-ce qu'il y a? On les montre pas. C'est péché de montrer. C'est fou quoi. Tu déranges le bon Dieu pour ça? J'étais content. Moi, j'imaginais déjà
La chambre du René Mais Julien. c'est drôle parce qu'on voit bien que cette fille qui écrit cet article a dû lire un journal américain. Oui, qui a Moïse. lu- Elle a mis une statue de Moïse. C'est le téléphone arabe. C'est-à-dire du coup on dit un truc que l'autre répète Oui, et mais puis. cela dit, en Laurent anglais, le ça se répète dit tout pas Moïse, à Moïse, si. Si, moi je Mais sais. si, parce oui, que ça fait l'origine du référence à berceau, Moïse. c'est parce que Moïse, Ah on oui, l'a il était foutu sur dans une- le fleuve. dans l'eau. C'est ça, dans l'ombre. Voilà. Moïse, ça veut dire sauver des eaux, donc voilà. C'est mal recopié. Alors, ouais, dans Voici la semaine prochaine, il va y avoir le futur enfant de Céline Dion va s'appeler Moïse. Voilà, c'est ça. Et René porte un tutu bleu, et voilà, c'est ça. Elle l'a eu avec Martin Landau. Enfin bon, des conneries, quoi. Non, mais c'est quand elle va perdre les os qu'elle va l'appeler Moïse. Moi, je le dis, à qui faire confiance Non, à personne. Ça montre bien la bêtise, là, quand On même. peut pas hein. faire confiance à Gala, alors vraiment, il n'y a plus qu'à s'expatrier. Ça prouve que c'est relu, ça, les articles. C'est terrible, quand même. Surtout une statue de Moïse décorée de tulle bleu. On voit Moïse au Casino de Paris. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Et le rire continue sur Europe 1 avec un nouvel extrait d'On va se gêner, le best-of. Laurent Ruquier qui nous dévoile les résultats d'une étude qui risque de vous faire frémir. On aura les résultats qu'en 2030, au plus tôt, en 2040, au plus tard. Les résultats de quoi? De l'enquête de Vermus. Ça aurait pu. C'est écologique? C'est l'ADN de je ne sais quel truc qu'on a trouvé. Aucun rapport avec l'ADN. Rien à rapport avec l'ADN. Ou plutôt, est-ce que c'est écologique alors, Laurent? Il y a un lien avec l'environnement, avec ça l'écologie. Les ouais. conséquences de la marée noire. Non. C'est les résultats d'une étude. Hein. Oui, d'une étude. C'est pas au niveau des poissons? Non, pas du tout. C'est à un autre niveau humain? Ah oui, oui, oui. Il va nous pousser des trucs ou... Ah non, ça va pas. J'aimerais qu'il vous pousse des trucs parfois. Moi aussi. On en aura moins? Comment Parce que ça, ça m'arrangerait. Non, il n'y a pas moins plus. C'est scientifique, On va pas grandir? Non. Oh merde. C'est la conséquence de quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on fait et dont on aura les résultats. Ah, c'est les portables. Les téléphones Mais portables, ouais, bien sûr. bonne réponse. Bah ouais, bien sûr. Ne minimisez pas la réponse de Michel Bernier. Bravo Michel. Effectivement, l'enquête qui vient d'être lancée par Imperial College of London, une étude sur les portable qui va être lancé sur 250 000 adultes de 18 à 69 ans dans 5 pays, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Cette enquête ne dévoilera ses résultats qu'en 2030, ou plutôt 2040 au plus tard. Faut attendre tout ce temps-là. Il y a déjà eu une enquête là, dont on vient d'avoir les résultats, une autre enquête là, qui portait sur 14 000 personnes dans 13 pays et qui nous dit en fait que les téléphones portables sont peut-être dangereux. Peut-être pas. Ah oui, les résultats de l'enquête, c'est qu'il faut faire une enquête en fait. Les scientifiques ont comparé l'utilisation du portable entre un groupe de malades et un groupe en bonne santé. Ils ont constaté, en France en tout cas, que les personnes atteintes de gliome, cancer rare du système nerveux, se servaient davantage de leur téléphone que les personnes qui étaient en bonne normal, santé. il faut qu'ils appellent le docteur. Ben oui, c'est vrai, c'est con. C'est con. Ils s'en foutent, ils se disent qu'ils sont déjà malades. Mais c'est complètement con. Quand t'es malade, t'appelles tous tes amis, on t'appelle beaucoup. Moi, par exemple, ça va bien, personne m'appelle. Enfin, tu vois, je veux dire, j'appelle personne. Non, mais je veux dire. Il y a quand même, d'après cette enquête-là, ça va, ouais. Il y a un risque accru de gliome et de méningiome chez certaines personnes téléphonant beaucoup et surtout du même côté. Ah, il faut changer. Un conseil, c'est changer d'oreille de temps en temps. Ah, et puis pour les personnes aussi, on n'est pas tous égaux devant les risques du portable. Par exemple, Joujou, par exemple, peu importe où ils le mettent, il orange et le téléphone il est toujours près du cœur ou du cerveau pour lui. En même temps, il y a une autre enquête qui vient d'Angleterre, celle-là, où on nous dit que le risque est apparu moins élevé chez les utilisateurs intensif. Le risque de cancer 0,90 contre 0,94 chez les utilisateurs réguliers, ce qui voudrait dire en fait que le téléphone protégerait. Sinon, faut mettre une burqa en aluminium. Ça protège des ondes. Ce truc, cette imprécision et cette contradiction de la médecine vis-à-vis des éléments qui peuvent provoquer une maladie, c'est hallucinant. Ils disent tout et le contraire. L'aspartame aussi, c'est pareil. Pendant des années, ils ont dit que le sucre ça craignait. Après, on passe à l'aspartame. Maintenant, ils nous disent que c'est dangereux aussi. Moi, ça fait 10 ans que je bois du Coca Light. Tu vois que le Coca à la base c'était dangereux aussi. Moi j'avais fait l'expérience, tu sais, de la fameuse expérience de mettre un morceau de viande dans un verre de Coca. C'est des conneries ça. Bah, franchement, c'est meilleur avec une rondelle de citron.
Bienvenue dans le best-of d'On va se gêner si vous nous rejoignez. Laurent Ruquier, entouré dans cette nouvelle séquence de Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Daniel Evenou et Stevie. Ça doit se passer normalement au mois de mai en Saône-et-Loire, à Cluny très exactement. Mais heureusement, une association s'indigne que ceci puisse avoir lieu. Ça a un rapport avec la Roche de Souvitré. Du tout. Quand on dit que quelque chose doit être supprimé parce que c'est honteux et tout ça, c'est un peu comme pour les corridas, il s'agit toujours de nos amis les bêtes. Alors ça doit être quelque chose... Ah, bravo Pierre. Voilà, Pierre avance, il est sur la piste. La tauromachie. Non. En Saône-et-Loire, un lancer d'escargot. Du lancer de caniche-nain, peut-être. Non, lancer de caniche-nain non plus, Mustapha d'escargot encore moins. Bataille de coq. Non. C'est un concours, oui. Attends, pour les renards. Alors, pas les renards. Les sangliers. Non. Les lapins. Non. La fouine. Non. La caisse d'épargne. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? La caisse d'épargne. Les écureuils. Elle répond à une question d'hier, en fait. Faut lui enlever la bouteille de Calva avec son café. Les Smith Lacoste. À cause des crocodiles. Non, mais un championnat de France de... Le blaireau. Le blaireau, le championnat de France de déterrage de blaireau. Mais bien sûr. Bonne réponse de Stevie Boulet. Mais c'est quoi le déterrage de blaireau? Je connais pas le... L'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPA, s'est indignée de l'organisation d'un championnat de France de déterrage de blaireau qui doit se tenir au mois de mai prochain à Cluny, en Saône-et-Loire. Il s'agit, dit cette association, d'une pratique barbare. Le déterrage ou vénerie sous terre consiste à arracher violemment blaireaux ou renards d'ailleurs de leur terrier avant de les abattre. Et dans le cadre de ce championnat, les déterreurs affirment, eux, relâcher leurs victimes, mais on ne sait pas exactement combien de blaireaux survivent aux blessures infligées et au stress intense, car c'est un stress de se faire déterrer comme ça. Bien sûr, surtout qu'il y a beaucoup de moins, il y a beaucoup de moins en moins de blaireaux maintenant avec les crèmes à raser, il n'y a pas besoin de blaireaux. J'ai bien compris votre double sens sur le mot blaireau, cher Pierre, mais enfin, on parle là des vrais blaireaux, des vrais animaux qui souffrent. Je peux vous raconter comment ça se passe, le déterrage? Allez-y. Alors je lis le truc officiel. La technique mise en œuvre consiste dans un premier temps à obturer les différentes issues du terrier, puis d'y introduire les chiens, généralement un par un. Une fois le ou les animaux repérés, les blaireaux, le rôle des chiens est de les acculer, tandis que à l'extérieur, les chasseurs suivent leur progression avec les aboiements. La victime, sans possibilité de fuite, les déterreurs entrent en action avec des pelles et des pioches en creusant une tranchée de façon à ouvrir la galerie du terrier devant le chien face à l'animal. Celui-ci fait, à l'aide de pinces métalliques spéciales, l'animal est extirpé avant une mise à mort. C'est une tradition qui a été lancée par Aurore Brossard, le déterrage, il faut le dire. Mais c'est horrible. Je savais pas que c'est sa mère qui disait, je suis sûr que c'est ton père ce blaireau. Ah non, mais ça c'est pas Laurent, vous saviez ça? Oh là là, mais c'est pas possible d'être comme ça. Aurore Brossard, c'était la fille présumée d'Yves Montand. Oui, c'est ça. Oui. Bien joué. C'est elle qui a lancé cette tradition, parce que sa mère lui disait, je suis certain que c'est ton père ce blaireau. La tradition a été lancée ainsi. C'est épouvantable. Parce qu'une fois que l'animal est là, paf, on lui tire dessus avec une arme à feu ou avec une dague ou avec une épée. Ceci fait, on peut considérer la mort de l'animal comme une délivrance après un combat qui peut durer plusieurs heures. Ah, moi, ça m'a ruiné ma journée. Ah, mais moi aussi. Je vais te dire, ça, elle est là, c'est horrible. Je suis assez solidaire de certainement plus sensible que vous, ça doit En même temps, si on retrouve Bernard Hinault comme ça, moi je trouve Bernard Hinault, il faut qu'il dans une émission de télévision l'autre jour, il a osé dire oui, on peut gagner le Tour de France avec de l'eau minérale. Il a fait une enquête sur lui-même. Et alors? Eh ben, c'est pas vrai qu'on peut gagner le Tour de France avec de l'eau minérale. Mais Bernard Hinault, c'est effectivement le seul qui soit passé un peu à travers les gouttes, mais qui dit rien, quoi. Les chargeurs réunis, c'était. C'est comment ça s'appelait? J'ai repensé parce qu'un ami m'en a reparlé. Il m'a dit qu'il s'appelait
André Pousse, qui était un acteur de cinéma, bon là, et qui a été un des plus grands secrétaire pistards. d'Edith Piaf aussi. Secrétaire d'Edith Piaf, avant d'Edith Piaf, c'était un coureur sur piste. Et il dit en 46, c'est tellement bon que j'arrive à Chicago pour faire les 6 jours de Chicago. J'étais affûté à mort, je vois les Américains, ils me prennent, sinon un facteur de banlieue, j'étais sur mon truc, et je suis arrivé au stand, et j'ai dit à mon soigneur, faudrait voir à saler la soupe. Ça s'appelle saler la soupe. Tu connaissais cette expression? Non. Alors ils ont filé un peu de trucs, alors ils ont mis de la strychnine, de la nicotine, de l'héroïne et du machin. On m'a fait une piqûre là-dessus. Au démarrage, j'ai cassé ma chaîne. Le best-of d'On va se gêner continue avec tout de suite une blague plus que douteuse de Christine Bravo sur un fait divers qui a marqué ces derniers mois. Oh non, Christine n'a pas le droit de faire ça. Christine est en train, je vais dire parce qu'elle est bonne, elle est très bonne. Je vais dire tout ce qu'a dit Christine Bravo. Elle a dit, regardez ce qu'il y a écrit dans la presse, Madame Courgeot a retrouvé son mari et ses enfants. Mais je comprends pas. Dans le congélateur, non. Même les congés. Surtout que quand t'as des congés, il faut pas recongeler en plus. Ils ont demandé. J'avais brisé la chaîne. Moi, j'avais décidé qu'on n'en parlerait pas. Ben, on n'en parle pas. Parce que franchement, voilà, c'est une famille qui maintenant aspire à la discrétion. C'est mal parti. Oui, à un moment donné, il faut. Non, c'était drôle d'ailleurs aux infos hier soir. Il y avait tous les journalistes qui étaient dans le village en disant ils demandent beaucoup de discrétion. Ils étaient tous là avec les caméras et les micros. Non, mais c'est pour les enfants surtout, moi que je. Non, mais là ils sont vraiment un congélateur super grand là. Non, le king size, le modèle famille. Non, mais c'est pour. Non, mais c'est vrai, les enfants. Attends, les enfants, tu t'imagines ils sont traumatisés à vie. Les Justement, mais ils sont pas au courant, les gamins. Donc ne le dites pas trop fort. Non, mais c'est vrai. Voilà, ils ont plus envie qu'on parle de ça. C'est normal quand même. Mais je crois qu'ils ont attendu qu'elle soit ménopausée pour la faire ressortir en fait. Oh non. Oh non. Ah non, ça non. Oui, mais il a raison. C'est le seul moyen. Non, mais les enfants sont grands. Mais il paraît qu'elle veut adopter un petit estimo. Non, pas de plaisanterie. Elle va adopter un petit esquimau. Pas de plaisanterie et les enfants nous écoutent. Il paraît qu'ils ont le niveau bac en plus. Ah oui, niveau bac, ils nous écoutent pas. Il paraît que devant chez Picard, il y a des vigiles pour pas qu'elle rentre. Non, écoutez, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai. Puis il paraît que quand elle s'en va au travail le matin, elle dit à ses deux survivants, elle leur dit les enfants, restez bien au chaud. Pezzini, à l'instant sur Europe 1, c'était I Wonder et votre après-midi continue avec un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner. Je veux pas vous faire raconter un bide là, mais vous êtes d'une naïveté mais incroyable. Vous êtes un grand naïf en fait, Pierre Bénichou, parce que faut quand même que je vous raconte ce que Pierre m'a expliqué pendant les infos. J'ai effectivement lancé à Fabrice Eboué, on est comme Mir et Miroska, parce qu'effectivement il avait compris un jeu de mots foireux que j'avais tenté de faire et qu'on pouvait croire que c'était de la transmission de pensée. Ouais. Pour les plus jeunes, il faut expliquer que Mir et Miroska étaient un couple, enfin des duettistes qui faisaient effectivement ce numéro de transmission de pensée. Lui sur scène, elle dans la salle, s'approchant par exemple de quelqu'un en disant pouvez-vous donner le numéro de permis de conduire de un tel ou la date de naissance de madame, etc. Et Pierre, là, vous me révélez quelque chose. C'est pas une chose c'est pas du tout de la crédulité. C'est que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il vous révèle? Alors allez-y, expliquez. Je révèle que des générations entières se sont demandé quel était leur truc, parce que c'est un truc, évidemment, la transmission de pensée n'existant pas, c'était un truc, quel truc ils avaient pour que lui aille dans la salle, prenne le truc, et elle est sur scène avec les yeux bandés, et il lui dit quel est le numéro du passeport du monsieur, et on montre le numéro du passeport. Quel est le numéro? Vous êtes en communication avec moi, Miroska? Oui. Vous êtes en communication avec moi, dites-moi le numéro. Et on entendait Miroska qui disait le numéro. Ouais, bon. Elle disait, mais comment fait-il? Et en fait, elle ne disait rien, mais lui était ventriloque. Et donc, il faisait une voix de... Mais c'est pas possible, enfin, regarde. Il n'y a que vous pour croire ça, Pierre. Alors quoi? Alors tu crois à la transmission de pensée? Mais non. On ne croit pas pour autant à la transmission de pensée. Mais
y a 10 000 autres moyens de transmettre l'information, mais sûrement pas en étant ventriloque. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes un grand naïf, parce que un ventriloque, d'abord, les gens se rendraient bien compte que le son ne vient pas du même endroit. Deux, pour faire de la ventriloquie, il faudrait savoir à l'avance, par exemple, le nombre de chiffres pour que le mouvement de lèvres corresponde exactement. Mais c'est le même, il a le truc sous les yeux. Que l'autre sache. Écoutez. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ça tient pas debout votre histoire. Vous êtes un très vieux du music hall, qui connaissait tous les gens qui ont vécu cette époque. Oui, Pierre. Des chansonniers, des machins. Je peux vous dire comment ça se passait. C'est devenu un secret de Polichinelle. Mais non, mais ça se passait. C'est que l'un des deux était ventriloque. Ça se passait tout simplement par code. Le nombre de fois que. Par exemple, c'est comme le jeu des voyages. Quand on joue au jeu des voyages, qu'on est capable de vous faire deviner une personnalité uniquement parce que c'est un code. Moi, j'ai entendu des faux Miroska. Je suis sûr que c'est vrai. En arrivant à Paris, porte d'Orléans, il y avait un truc et c'était deux Maghrébins qui parlaient. Vous êtes en communication avec moi, monsieur Omar? Il dit oui. Vous êtes en communication avec moi? Vraiment? Oui. Pouvez-vous me dire la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Il disait, je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. C'était ça leur truc. Et mandouche, ça veut dire il n'en a pas. Disait, quelle est la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. Alors, je connais les vrais Mireille Miroska, les faux Mireille Miroska, et je vous assure que ce sont des gens dignes de foi. Jean-Bruno Cocatrix, ou des gens qui ont... Enfin, ils sont morts, ils peuvent plus. Qui vous ont raconté des conneries. Pas du tout, ce sont des gens qui ont monté ces spectacles-là. T'imagines le mec ventriloque. Il a 10 000 personnes autour de lui, il est au milieu de la salle, et puis il fait mais tout le monde entendrait et si verrait. ça n'avait pas été quelque chose de si difficile, Mireille Miroska, leur nom n'aurait pas abordé jusqu'au 100 ans après. Pour que le son arrive de l'autre côté, à l'époque, il n'y avait pas de micro-cravate. Ça s'entendrait, ça se verrait. Il y a eu, en tout cas. Non, mais c'est surtout pour qu'elle puisse deviner le labial. Le mouvement des lèvres n'est pas possible, Pierre. Le mouvement des lèvres n'aurait pas correspondu automatiquement avec ce qu'il disait. On va le faire, voilà. Non. Non, mais vous êtes un grand naïf. Mais c'est mignon en même temps. Pierre, on lui raconte un truc. Il le prend pour argent comptant. Mais non. Hein? Être un grand naïf, c'est de croire qu'on peut transmettre avec des regards. Mais on ne croit pas ça, nous. On ne croit pas ça. On pense que c'est d'autres choses, c'est des codes et tout ça. Il y a un mec qui est Moi, j'ai une explication, pas vous. Mais il y a un mec qui est formidable chez Coé, il faut bien le dire, qui s'appelle Victor le mentaliste. Oui. Et c'est à tomber. Et il a pas d'oreillette, il a rien du tout. Et c'est dingue ce qu'il fait. C'est dingue. Il devine ce que tu as dans la tête. Mais tout. Et vraiment, en posant des questions. Tout seul. Oui, il devine. En posant des questions. Non, pas du tout. Il parle pas. Regarde-le. C'est dans l'émission de Coé. C'est un truc de dingue. Et il n'a pas vu que l'émission allait s'arrêter. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et du Best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h30. Tout de suite, une nouvelle question de Laurent Ruquier avec un magazine mystère à trouver. Francis Perrin est rédacteur en chef d'un magazine dont je vous mets au défi de trouver le titre de ce magazine. C'est du sport. Non. C'est un magazine français. Perrin est rédacteur en chef d'un magazine français dont je vous mets au défi de trouver le nom. Bon, c'est style un magazine, un hobby quoi, non, de professionnel. Non, mais on en parle professionnel sûrement. On en parle aujourd'hui dans la presse parce que c'est lié à un événement d'actualité. Automoto. Du tout. Ça apparaît dans tous les kiosques. Ça, je suis pas sûr que vous allez le trouver là en sortant. Zaya Magazine? Non. Francis Perrin, mais ça a à voir avec son métier? Ah, c'est un homonyme. C'est un homonyme. Bah oui, bien sûr. Homonymie Magazine. Francis Perrin, l'homonyme, c'est l'entraîneur de l'équipe de France, c'est le préparateur physique. Non, ça c'est Jacques Perrin. Ça c'est Jacques Perrin. Qui est aussi un homonyme encore, oui. Tout le monde est concerné par ce magazine? Pas grand monde. Hein. C'est un genre échec magazine, un genre comme ça? Est-ce qu'autour de cette table, il y a des gens qui l'achèteraient ou qui s'y abonneraient? Non. C'est régional? Ah, c'est un truc dégueulasse? Non, c'est pas dégueulasse, c'est lié, je vous dis, à l'activité de Monsieur Perrin. Et c'est lié à une actualité importante. Voilà pourquoi, par exemple, on l'interroge dans la presse aujourd'hui. Genre Volcan Hebdo, un truc comme ça? C'est pas bête. Mais la marée noire. Alors, c'est lié à la marée noire. Voilà, donc Monsieur Pépé? Non. Ah, Pétrole Magazine? Ouh là là! C'est pas ça, non. Mais si. Ouais. Vous avez le premier mot, ça commence par pétrole. Pétrole Hebdo? Pétrole... Non. La Gazette du pétrole? Non.
Pétrole. Alors, il n'y a pas de pétrole et... Pétrolane. Pétrole et... Et pollution. Non. Pétrole et bagnole. Pétrole et écologie. Et catastrophe. Pétrole et marée noire. Pétrole et énergie. Pétrole et loisirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le Pétrole et pétrolette. Non, qu'est-ce qu'il y a... Pétrole et gaz, pétrole et fuel. Pétrole et gaz. On a déjà... Pétrole et gaz. Et gaz Alors là, et uranium. On a 3 mots, il en manque un 4e et vous avez le titre du magazine. Pétrole et gaz. Et Pétrole et gaz. C'est un adjectif? C'est un adjectif. Pétrole et gaz et pollution. Francis Non. Perrin est rédacteur en chef du magazine Pétrole et gaz. Et pognon. Non, Il n'y a pas de E. Un adjectif. Il déclare Pétrole et d'ailleurs gaz, décomplexé. il déclare dans la presse aujourd'hui que l'impact sur la faune sera considérable. Catastrophique. Même si un 5e de la fuite a été absorbé là-bas dans le golfe du Mexique et que pour l'instant ça n'a pas approché les côtes. Enfin, Ce monsieur Perrin est un scientifique dont le père était premier président du CEA. Non, c'est pas lui c'est pas lui qui parle. C'est pas le mec de chez CA. Le Bénichou Kedia. Il y a un ventriloque dans la salle qui le fait parler. Putain, waouh, c'est balèze. On se calme les nains là. Mais c'est pas moi, c'est le mec derrière là. Surtout si vous voulez que je vous fasse jouer au ventriloque, Non, c'est vous bon. avez la taille pour faire la marionnette. Et vous savez où on met la main. On a bien compris. Et Laurent, moi je regarde souvent l'émission de France 5, on te voit pas, t'es bien caché. Hein. Francis Perrin, rédacteur en chef du magazine Pétrole et gaz. Tueur. Non, Sympa, gentil. Non, mais c'est un adjectif. C'est positif les ou c'est enfants. négatif? Ni l'un ni l'autre, c'est Vivant. un constat. Pétrole et gaz, d'où ça vient? À tous tout les ça étages. Non, Il manque un mot. un mot. Terreux. Pétrole et gaz. Maritime. Naturel. Non, d'où ça vient tout ça? Pétrole et gaz. La planète. Non, regardez Pierre. Pétrole et gaz. Israélien. Non, justement. Arabe. Pétrole et gaz arabe. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Pétrole et gaz arabe. Voilà, vous connaissiez ce magazine, vous? Pétrole et gaz arabe. Je savais pas que ça existait. Francis Perrin est rédacteur en chef de ce magazine. Et Francis Perrin, il dit par exemple, la mer est peut-être capable à long terme d'en digérer une partie, mais vu la concentration de brut qui s'échappe du puits, l'impact sur la faune et la flore sous-marine sera considérable. Voilà ce qu'il dit le rédacteur chef de Pétrole et gaz arabe, que vous trouverez peut-être en kiosque. Ça paraît souvent? Écoutez, je pense que ça doit être... c'est pas un quotidien. Hein. À chaque marée noire. C'est une autorité scientifique, Perrin, et qui a fait ça justement, qui doit faire. On s'en fout. Qui doit. Mais comment non, dire pas dit que non. Bonnes vacances à l'écoute d'Europe 1. Et justement, Laurent Ruquier et sa bande sont en vacances aussi. Mais avant de partir, ils ont sélectionné les meilleurs moments dont on va se gêner. Et après Francis Perrin et son magazine sur le pétrole, Jean-Marc Perrin et sa boucherie. Monsieur Jean-Marc Perrin est propriétaire d'une boucherie. On le voit partout dans les journaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est parce qu'il a été visité, sa boucherie a été visitée par un sanglier. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Un sanglier. Il y a un sanglier qui s'est pointé dans la boucherie. Un sanglier devenu fou attaque une boucherie. En plein Paris? Non, à Courchevel. J'aime beaucoup le papier signé Serge Pueyo dans le Parisien parce que dans ces cas-là, il s'en donne à cœur joie les journalistes parce que c'est vrai que c'est une anecdote. Bon, voilà, c'est pas la grosse info, mais voilà, ça nous amuse et puis l'article est bien troussé. Dimanche dernier à Courchevel, un sanglier a fait dans l'originalité. J'aime bien ça. Un sanglier qui fait dans l'originalité. En entrant dans une boucherie sur ses 4 pattes, belle précision. C'est bien. Des fois qu'il arriverait sur les deux. Bonjour mes deux. Non, mais des fois qu'il confondrait avec un habitant de Courchevel. Sur ses 4 pattes, presque comme un simple. Il arrive à ski le sanglier, tu sais. Presque comme un simple client. Point. L'article est bien troussé, je connais pas plus nul que ça. Il arrive sur ses 4 pattes presque comme un simple client. Tu as beaucoup de clients entre à 4 pattes, toi, dans le À Courchevel, D'où le presque. à Courchevel, tu glisses, tu peux tomber et rentrer à 4 pattes Il chez est le boucher. porté comme un homme, sauf qu'il est à 4 pattes. Presque. Voilà pourquoi presque. Bien Non, mais sûr. c'est rigolo. Bien Il sûr, se marre, c'est le bien. journaliste. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le correspondant du Parisien à Courchevel, Serge Pueyo. Alors, je vous lis l'article tel quel, quoi. Alors, mais sa visite chez le boucher s'est mal terminée. Dans l'après-midi, la bête, d'un poids de 52 kilos et âgée de 2 ans, a déboulé dans la station, sans doute effarouchée par des chasseurs. Elle a d'abord tenté, la bête, de pénétrer dans la galerie commerciale de la Croisette. Le sanglier a brisé une première porte vitrée, puis a décidé de poursuivre son chemin
dans les rues de Courchevel. Vers 16h30. Ouh là Qu'est-ce là, qu'il a mais fait qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et 16h30? Vers 16h30, Jean-Marc Perrin, propriétaire d'une boucherie, reçoit un appel. Le service de téléalarme m'a expliqué, je cite Jean-Marc Perrin, qu'il y avait un bruit confus et indéterminé dans mon magasin qui est actuellement fermé. Quelques instants après, une habitante de la station m'a contacté pour me dire qu'elle avait vu un sanglier défoncer ma vitrine. Je suis allé sur place et là, j'ai dû me rendre à l'évidence. C'était Marianne James qui voulait se faire un steak. Il y avait bien un sanglier dans ma boucherie. Il a sans doute compris que c'était une bonne adresse. C'est con. Là, le mec est génial pour faire sa pub, tu vois. Ouais. La boucherie Perrin, la boucherie où même les sangliers vont. Mais il a mis un sacré bazar à l'intérieur. Il a tout renversé, mis du sang partout, parce qu'il s'était blessé en brisant le double vitrage de la vitrine. Il avait le groin ensanglanté. Pauvre petit père. Effrayé par la présence du sanglier dans sa boutique, Jean-Marc Perrin appelle alors son couteau un voisin. C'est un article assez long quand même, oui. Non, mais c'est les aventures de Jean-Marc Perrin. Non, mais c'est passionnant. Il y a la suite en page 32. Non, mais comment ça se termine? Mais comment ça se termine? C'est génial. Non, mais ils ont mangé le sanglier. 52. Oui, attendez. Il y a un suspect. Tu prends le train, toi, ou quoi? Jean-Marc Perrin appelle alors un voisin chasseur à la rescousse. Jean-Luc Parour. Ah, mais Jean-Luc. Ah, c'est Jean-Luc. Il est comme ça, Jean-Luc. Parour. Je vais dire, Jean-Luc, connu, c'est un gars comme ça. Il habitait à Chieur. Jean-Luc Parour avance alors prudemment avec son fusil à lunettes jusque... ça finit en boucherie. C'est ça. C'est affreux. À l'intérieur d'une boucherie pour tuer un sanglier. Prendre un fusil à lunettes, il ferait mieux d'aller chez Lissac, là, mec. Non, mais attendez. Jean-Luc Parour avance alors prudemment avec son fusil à lunettes jusque devant la boucherie. Il monte sur un escabeau et depuis une petite trappe, tire sur l'animal. À l'intérieur du magasin, le sanglier s'écroule, mortellement touché. Je ne pourrais même pas en faire du pâté ou du civet, car il aurait fallu faire des analyses afin de pouvoir utiliser sa viande. Je l'ai donné à la société de chasse de Courchevel, qui va peut-être organiser un repas pour les anciens, précise le boucher Jean-Marc Perrin. Ils vont le bouffer quand même. Ils vont pouvoir bouffer de la merde, les anciens. C'est ça. Les anciens, ils peuvent bouffer la viande malade, on s'en fout. Attends, toute la viande qu'on veut pas, déjà, on leur donne. C'est gentil. L'assurance ne prendra pas en charge tous les dégâts occasionnés par l'animal. Il y en a pour 3 000 ou 4 000 euros de dégâts. Je ne peux pas me retourner contre le sanglier, dit le boucher. Ouais, mais c'est rare un sanglier qui est pas assuré. De pas prendre, quelle imprévoyance aussi de pas franchement, prendre. il faut un sanglier. Non, mais de pas prendre une assurance anti-sanglier quand même. Oui, vous croyez pas si bien dire, parce que c'est de plus en plus fréquent. Dans le même article, à la fin... Non, lis-nous tout. À la fin du papier de Serge Payot, il y a un additif qui nous vient... C'est pas Serge Payot parce qu'il peut pas être partout. Il peut pas être à Courchevel et à Conflans-Sainte-Honorine. Donc il y a un additif. Hier matin, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, 2 sangliers affolés ont semé la panique dans le centre-ville. Les forces de l'ordre, épaulées par la police municipale et des motards, ont pris en chasse un animal dans une rue de la ville. Les policiers ont poursuivi un autre sanglier qui a fait irruption dans une artère voisine. Des rues sont fermées aux voitures. Les secours ont finalement fait appel à un chasseur qui a abattu... Il y a un sanglier dans le studio. Mais ils attaquent de partout maintenant, mais c'est atroce, quoi. Mais on a l'impression... On va pouvoir avoir des brosses à dents neuves. On a l'impression que c'est un début, un début d'émeute. Tu sais, tout d'un coup, deux sangliers, non. Attention, ils attaquent. Et ils reviennent. Il y a un film à faire. Avant, c'était la chanson de Reggiani, c'était les loups. On va faire les sangliers maintenant. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Le best-of dont va se gêner continue encore jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Laurent Ruquier, entouré de toute sa bande. Ah, si Archimède nous avait entendu. Si je parle d'Archimède, c'est parce que Libé lui consacre 2 pages ce matin. Il va être content. Ah, non, mais c'est une histoire incroyable. Ouais, Libé, ils sont toujours à la pointe du progrès. Toujours l'actualité. Non, mais c'est à cause des inondations. Encore un qui va plonger les choses dans l'eau. Alors, c'est Tout lui. corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Je resitue. Alors
là, du Bosque. Mais Pierre Dac disait tout corps plongé dans l'eau risque de ressortir mouillé. Et moi, je dis tout corps plongé dans un liquide, si ne ressort pas au bout d'un quart d'heure, est considéré comme noyé. Ça, c'est pas le principe d'Archimède, c'est le principe de Claude François, Jean-Yann. Vous confondez les baignoires. Alors, Libé, pourquoi il reparle d'Archimède? Ah oui, justement. Mais c'est un truc incroyable. On a retrouvé 2 manuscrits, 2 traités du savant grec. Et alors, c'est hallucinant parce que on les a retrouvés sous un autre manuscrit. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, un moine avait écrit une Bible à la main, un moine orthodoxe, par-dessus, parce qu'à l'époque, on manquait de support pour écrire, hein, et la religion étant plus importante que la physique, il avait utilisé, en fait, 2 traités d'Archimède qui existaient, en se disant, bon, ça sert à rien, et comme c'était à moitié effacé déjà, il avait écrit par-dessus sa Bible à lui. C'est-à-dire que la religion était par-dessus le traité de physique d'Archimède. Et là, quand on lit les trucs mal écrits, ça fait là, pour le coup, tout corps plongé dans un liquide provoque la multiplication des petits pains. C'est-à-dire si tous les trucs sur s'il mélange le truc. C'est presque ça, vous avez raison, parce que ce qu'on a fait là, c'est qu'on a réussi. Non mais c'est génial hein, ce que nous raconte Libé ce matin. C'est vraiment génial. Oui, je peux avoir un peu de café. C'est un professeur danois, Johan Heiberg. Il est génial le mec, je le connais. Alors, qui dans une bibliothèque de Constantinople, à l'œil nu, s'est aperçu que derrière la Bible écrite par ce moine du XIIe siècle, on apercevait parasiter d'autres caractères, et c'était l'écriture grecque d'Archimède. Et donc ils ont... On le reconnaît immédiatement. Oui. Il avait putain, mais c'est d'Archimède ça. Archimède, incroyable. Ah la vache. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah c'est bien lui. Gérard, vous pas lui qui a écrit. Ce qui m'amuse ces gens, c'est que dès qu'on parle d'érudition, Jean, vous semblez considérer que c'est impossible, que c'est du domaine du fantastique. C'est très classique. Ils sont pas foutus de savoir qui a écrit Omar m'a tué, mais ils vont trouver maintenant. Ils vont, parce que en 5 minutes, ils savent que c'est Archimède. Non, mais, la différence qu'il y a entre la police et l'université. La police est incapable d'enquêter alors que l'université peut le faire. Voilà, c'est vrai. En lisant cette Bible, l'écriture grecque a semblé parasitée par d'autres caractères. Alors qu'est-ce qu'a fait le philologue, hein, c'est son nom au danois, chercheur là. Eh bien, il a retourné le livre de 90 degrés, il a pris sa loupe et sous le texte sacré écrit par le moine, il a découvert un autre texte rédigé dans la même langue, à peine perceptible mais bien réel. Et là, il s'agissait des principes d'Archimède, dont le fameux principe du corps plongé dans la baignoire. Tout corps plongé dans un non, mais c'est un mec qui l'a recopié, ça vous rigolez. Il aurait écrit ça, lui, Archimède, et puis il laisse son truc traîner comme ça. Il était dans son bain, il avait un calepin au bord du bain. Hein. C'est là qu'il a crié Eureka, je me trompe pas, c'est bien lui qui a crié Eureka. C'est une belle histoire quand même. Très belle. Moi, très belle histoire pour Libé, ça c'est sûr, mais moi j'y crois pas beaucoup. Ah non. Qu'est-ce qui vous fait douter? Fait douter pourquoi voulez-vous qu'il écrive son principe d'Archimède que tout le monde connaît? Il le recopiait pas 14 fois par jour. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il serait là-dessus? S'il est là-dessus et qu'on ne savait pas où c'était, pourquoi voulez-vous qu'on sache que c'est ça? Mais attention, au moment où il l'a inventé, il n'a pas pu se dire « Ah bon, je vais pas l'écrire, tout le monde le connaît, puisqu'il venait de l'inventer. » Oui, mais justement, il a écrit sur un truc qu'on a perdu et un autre a écrit dessus. Donc on ne devrait pas le connaître. On devrait pas le connaître, c'est vrai. La culture. On ne devrait jamais l'avoir. C'est vrai. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est vrai. Évidemment, le mec il dit « Oh la vache, tout corps plongé dans un liquide, ça c'est pas con. » Il le met sur le côté, pouf, la bonne femme elle vient faire le ménage, elle vient des papiers. Il y a un moine qui passe, il dit « Merde, j'ai pas mon calepin, tiens, je vais prendre ça. » Il a écrit la Bible, le mec. Et des siècles plus tard, un Danois. Parce que, attends, bouge pas, il est Danois, le mec. Et à Constantinople, en plus. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais merde, c'est Archimède. Gérard, même vous riez. Bah oui, je trouve ça très drôle. Non, mais le fait qu'on l'ait retrouvé, Jean-Yann, j'ai l'explication. Hein. Il avait choisi, Archimède avait choisi les meilleurs matériaux de l'époque. Hein, des peaux tannées de brebis, de vaches et de chèvres, empreintes d'une encre métallotannique indélébile. Le même support d'ailleurs sur lequel... indélébile, comment le mec il a pu copier la Bible? Putain, ça devait être brouillon son truc. C'est indélébile, mais ça s'efface petit à petit. Et n'empêche que c'est plongé dans l'eau plus d'une fois, ça s'est effacé. N'empêche que c'était toujours là puisqu'on l'a retrouvé. On a pu écrire par-dessus, certes, mais c'était. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de me dire comment on peut connaître le principe d'Archimède s'il a été écrit sur un papier
Et recouvert. Et recouvert d'une Bible et que on avait perdu le document. Jean qui ait plusieurs manuscrits, qui ait plusieurs versions, qui ait des commentaires. Alors il doit y avoir un autre truc qui dit tout corps plongé dans la liquide est autre chose. C'est autre chose. Non. S'il y a plusieurs versions, il a trouvé plusieurs choses. Attendez, mais je vous précise, le truc c'est sur cette même peau de chèvre qu'a été écrite la déclaration d'indépendance. Des droits de l'homme. Non, des États-Unis. Sur la même. Oui. Il y a un papier dans le monde où tous les mecs viennent écrire, mais c'est un truc de fou. Attendez, mais quand vous avez une lettre à écrire, comment vous faites? Vous demandez le manuscrit d'Archimède, on vous le donne. Et puis on écrit sur le même manuscrit, sur la même peau de chèvre, ce qui vous prouve. Putain, c'est une grosse chèvre. Un gros cul, hein. Et alors, ce que je veux dire, c'est que ce support-là, la peau de chèvre ou la peau tannée de brebis ou la peau de vache à l'époque, résiste au temps. La preuve, c'est qu'en 1776, aux États-Unis, on a choisi ce même support pour écrire la déclaration. Voilà ce que je veux dire. Vous imaginez que maintenant le support c'est des métros ou des couloirs ou des bus pour écrire? Ouais, c'est pas intéressant ça. Mais alors là, je vais vous dire du bosque, je voudrais pas être à votre place. Parce que Raphaël Mesrahi, je sais pas si vous voyez le niveau, Raphaël Mesrahi, qui vous dit ça, c'est pas intéressant. Alors ça, moi, je le prendrais mal, du bosque. C'est vraiment un camembert qui dit au Roquefort tu pues. Hein. Alors qu'est-ce que c'est devenu ce paplard à la con entre 200 avant Jésus-Christ et le moment où le mec a copié la Bible? Je peux vous dire, dessus on a écrit le dictionnaire qui a que moi des mots qui... Enfin, comment vous dites déjà? Non mais parce qu'il est resté 4 siècles ou 5 siècles, les Bibles elles ont été écrites avant Gutenberg, donc vers 300-400 Jésus-Christ. C'était une tradition. Soyez pas jaloux, il marche très bien votre bouquin, vous aussi Jean. Ouais, je sais bien, mais je me demande s'il n'y a pas un mec un jour qui va réécrire des conneries sur les vieux. Jean, vous connaissez le mot de la langue française qui s'appelle un palimpseste. Oui, monsieur. Voilà, le palimpseste, on écrit sur quelque chose et qui fait disparaître ce qu'il y a en dessous. Donc c'est un classique dans l'histoire de l'humanité. Regardez, ça a l'air d'intéresser. Jean, mais oui, parce qu'ils disent qu'ils savent pas ce que c'est devenu entre le 12e et le 20e siècle, ce truc-là avait complètement disparu. Il y a 8 siècles pendant lesquels, effectivement... Et d'un seul coup, il y a un mec là qui la ressort, il dit machin. Alors, c'est les soldes chez Darty. Là, non, là, c'est fou du monde, là. Bon, allez, on change de sujet, vous avez raison, c'est peut-être pas très intéressant. D'autant que j'ai un sujet, alors là, qui va vous passionner. Ah là, ce frétille. Excusez-moi. Ça fait du bruit. Hein. Excusez-moi Gérard, je ne voudrais effectivement pas que vous pensiez que j'ai choisi ce sujet pour que ça nous amène à des digressions salaces, mais il se trouve que dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre, à Honiton, on a trouvé une astuce pour que les gens ne crient plus quand ils sortent des pubs, car il y a un tapage nocturne évident. Pas très nocturne parce que ça ferme à 1h du matin les pubs en Angleterre. Après ils viennent tous en bas de chez moi. 1h du matin, c'est pas nocturne pour vous. Non, c'est vrai. C'est le début de la soirée pour Christine. C'est le début de la soirée. Elle dit, oh, c'est pas nocturne, ça ferme à 1h du matin. Bah, au Queen, il y a personne à 1h du matin. Qu'est-ce que la conseillère municipale Ruth Robson a trouvé pour essayer qu'il n'y ait plus de tapage nocturne à la sortie des pubs? Eh bien, nous allons distribuer des sucettes à chaque consommateur. Voilà ce qu'elle a dit. Des sucettes seront distribuées aux noctambules à la sortie des pubs pour étouffer le tapage nocturne. C'est pas con, ça. C'est pas bête. Elle dit personne ne peut crier avec une sucette dans la bouche. Oui, mais des sucettes à quoi? Le mec, il a 12 whisky dans le pif, vous lui filez une sucette, il va pas se mettre à sucer la sucette comme avant. Non, mais il faut que ça soit des sucettes à l'alcool pour la sortie, à la bière. Bon, voilà. Ça c'est pas bête, pourquoi pas des filer sucettes à la bière? Sucettes à la framboise à un mec qui s'est déjà filé 12 pintes dans le cornet. C'est pas faux, remarquez ce qu'il dit, il n'avait pas pensé à ça. Non, c'est jamais faux ce que je dis. C'est-à-dire qu'on va leur donner des sucettes, mais on leur attache les mains dans le dos, parce qu'une sucette, tu l'enlèves de la bouche avec la main. Mais oui. Donc là, pour la garder dans la bouche, parce que si t'as la sucette à la main, tu fais... Bon, moi je pensais que cette dame, Ruth Robson, avait une bonne idée. Elle disait personne ne peut crier avec une sucette dans la bouche, et c'est vrai que le tapage nocturne à la sortie des pubs est un vrai problème. Il faut mieux donner de la mie de pain. Oui, je vais faire une distribution en bas de chez moi. Ouais. Essayez, puisque vous avez 3 pubs en bas de chez vous. Vous êtes vraiment embêté la nuit? Ouais, jusqu'à 4 heures. Vous m'aviez raconté qu'une fois vous étiez descendu, vous aviez appelé les flics. Vous n'avez pas honte. Non, mais ça c'était assez Moi, jamais drôle. de ma vie j'aurais appelé les flics. J'ai dîné une fois chez quelqu'un qui avait ce type de problème-là. Et alors, on était en train de dîner et il y avait près de la fenêtre un certain nombre de
bassine d'eau remplie. Je l'ai convaincu donc qu'il y avait évidemment des fuites dans son appartement, parce qu'il y en avait 5, 6, 7. Et à un moment donné, tout en continuant à nous parler, lorsque l'animation a commencé à être trop grande à l'extérieur, il ouvre la fenêtre, il prend une bassine, il la jette, puis il revient s'asseoir, et ainsi de suite. Toute la nuit, il a arrosé les gens en dessous pour les faire taire. Si. Mais c'était avec un tel naturel que c'était étonnant. Mais vous allez souvent dîner chez Rick Azaray? Alors, vous appelez la police, vous? Moi, je n'appelle la police que lorsqu'il y a un cadavre sanguignolant, une tête coupée, des trucs comme ça, où un mec rentre avec un poignard dans l'œil. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1, 17h36. On se fait tout de suite un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, mais aussi le challenge auditeur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne-Laure et Christophe au téléphone. Bonjour. Anne-Laure est à Bougival. Oui, exactement. Quel temps vous avez là en région parisienne? Il fait très beau. Très beau, nous on voit pas, on est enfermés dans notre studio là à Europe 1 cet après-midi. Dans la vie, faites quoi Anne-Laure? Je suis étudiante en finance à Dauphine. Étudiante en finance, et vous allez devenir une sorte de Treibert en jupon? Non, pas du tout. Je me dirige plus vers l'enseignement. Trébert, tu as dit. Trader. C'est pas pareil. Le pire, c'est qu'elle répond. Oui, bien sûr. Mais parce qu'elle a compris trader. Exactement. Je voulais dire parce qu'elle a Kerviel. entendu tout à l'heure quand t'as dit cadenas aussi. Je voulais dire Kerviel en jupon, pardon. Vous voulez faire quoi exactement alors, Anne-Laure? Je me dirige plus vers l'enseignement pour être prof. Ah, très bien. Bon, parfait. Anne-Laure, vous allez affronter Christophe qui est à Sevran. C'est ça. Ça va être un match parisien. Bonjour à tout le monde. Bonjour Christophe. Et Sevran, c'est une ville qui n'est pas morte. Non. Oh non, Pierre. Non. Faites quoi vous Christophe comme activité principale? Je suis ingénieur télécom. Ingénieur télécom. Bien sérieux Christophe, avec une voix effectivement très... Oui, une belle voix Christophe. On sent l'organe quoi. Merci. La voix comme ça. Christophe, bienvenue chez nous. Anne-Laure, Christophe, c'est vous peut-être qui allez partir dans l'hôtel 4 étoiles des Thermes Marins de Saint-Malo. Génial, Saint-Malo. Saint-Malo? J'adore. C'est fabuleux. Un week-end pour 2 personnes, 100% anti-stress. Un hôtel 4 étoiles, je vous l'ai dit, avec de larges espaces ouverts sur la mer, des soins de thalassothérapie et spa, 6 piscines d'eau de mer, un parcours aquatonique. On est obligé de faire tout ça, là, les parcours. Oui, bien sûr. Ça c'est drôle. Non, mais vous pourrez aussi profiter évidemment des menus diététiques. Non, mais Christophe, il a pas besoin. Je sens qu'il est mince. Si vous avez bien des gros dans votre entourage. Oui, je vais en trouver. Bon, voilà. Hein. Mais avant, de toute façon, Christophe, il a pas gagné encore. Alors, voilà, il faut répondre à cette question. À Aix-en-Provence, Madame Viebel ou Viebel. C'est la femme de Dominique de Villepin. Marie-Laure de Villepin. T'as vu la rapidité du débit, putain. Alors, c'est Dauphine, ça. Qui c'est qui part à Saint-Malo? Je le savais. C'est Anne-Laure. La méduse. C'est balèze. Hein. Christophe, vous me jurez que vous n'êtes pas ventriloque? Ah non, je suis dégoûté. Christophe, ben voilà, t'es peinard, t'auras pas à faire tout ça en plus. C'est la première fois que j'ai pas le temps de dire une connerie, tu vois. Marie-Laure Viebel, c'est le nom de Madame Dominique de Villepin ou Madame Marie-Laure de Villepin, l'épouse de l'ex-premier ministre, qui va exposer ses sculptures effectivement à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l'exposition Les Flâneries d'art, organisée entre autres par la comédienne, l'actrice Andrea Ferréol. Et on verra donc, je sais pas exactement ce que c'est, ce qu'elle présente, Madame coco de mer. de Villepin, oui, des graines de vie, dit-elle. Des graines de vie, c'est truc. Tu sais, c'est les c'est en forme de cul. C'est ça, je vois bien ce que c'est. Ouais. C'est sur les plats. Oui. C'est des graines de coco de mer qu'elle a ramenées des Seychelles. Ça s'appelle les cocofesses. Ça s'appelle des cocofesses. Ouais. Déjà, je savais pas qu'on avait le droit de ramener des Seychelles, des trucs comme ça. Enfin. Si, là-bas, ça se vend. Ah ouais? Non, mais ça se vend et puis tu peux en ramasser sur les plages. Eh ben bravo, vous avez bien travaillé, vous méritez de partir pour Saint-Malo. Je suis trop contente. Merci Et beaucoup. vous allez partir avec qui, Anne-Laure? Sans doute avec mon chéri. Arrêtez de nous jeter votre bonheur à la gueule, trop. Moi aussi, j'allais déjà à cette hôtel, mon c'est amour, génial. mon mari, partez toute seule avec votre tante. Vous profiterez, vous et votre chéri qui s'appelle Vincent. Anne-Laure et Vincent, c'est pour vous l'hôtel 4 étoiles des Thermes Marins de Saint-Malo. Bravo! Qu'est-ce
qu'on peut faire à Levallois-Perret et à Aubergenville en 3 minutes chrono? Se faire cambrioler par les Balkany. Ça, c'est drôle. Bon, ça, je le note. Ça, je le prends dans le spectacle. Qu'est-ce qu'on peut obtenir en 3 minutes chrono à Levallois-Perret? Obtenir, écoutez bien ce qu'il a dit. Levallois-Perret, c'est dans les Hauts-de-Seine. Aubergenville, c'est dans les Yvelines. Bon, alors attention, hein, ça peut coûter jusqu'à 40 000 euros quand même. Un tour d'hélicoptère? Quand je dis 40 000 euros, ça vous coûtera pas à vous 40 000 euros. Ah, ça coûtera à la commune. Et c'est remboursé par la Sécu ou pas? Non. Tu réponds pas à ma question. Vous répondez pas à ma question. C'est légal, totalement légal. C'est-à-dire ça pourrait vous coûter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se pourrait? Vous, ça vous coûtera individuellement entre 7,50 € et 9 €. Est-ce que c'est pas une location de voiture à la carte caisse commune, là, ce nouveau truc? C'est un rapport avec les transports en commun? Non, pas du tout. Avec la tombe. La tombe? Ouais, ça te coûte. Chacun ses préoccupations. T'as souscrit au contrat Norwich Union? En plus, t'as raison. Chacun ses préoccupations. Alors, expliquez pourquoi la tombe. Je ne sais pas, parce que peut-être que maintenant, on te fait payer comme. Tu sais, il y a des. Oui, parce qu'après, pour payer, c'est trop tard. Hein. 7 €, on te met dans le caniveau, tu vois. Non, pas le caniveau. Comment ça s'appelle, chérie? Tu sais bien. La fosse commune. Voilà. Ah, la fosse commune. Ils ont décidé de faire payer la fosse commune. Non. En 3 minutes. En 3 minutes, tu meurs et t'es enterré. En 3 minutes. Rappelle-toi la question. Ah oui, 3 minutes. Si, en Chine, ils l'ont fait en 3 minutes, je crois que tu pourrais être enterré. Aubergenville dans les Yvelines, Levallois-Perret dans les. Mais ça nous dit Hauts-de-Seine. rien. De nous dire ces lieux, ça nous aide? Est-ce que c'est de l'urbanisme? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on achète avec une carte? Non, pas encore. En tout cas, 7,50 €, 9 € en 3 minutes chrono. Et on paye à quelqu'un, Vous pouvez obtenir quoi donc? Non, justement, pas à quelqu'un. À une machine. C'est à une machine. On peut obtenir. Est-ce que c'est des DVD? Non, ça existe en fait. Pas des DVD. Des CD? Pas des CD. Des timbres? Il s'agit, vous l'avez compris, d'un automate. Ouais. Des timbres, des sandwichs. Et d'habitude, on obtenait ça en beaucoup plus de temps. On n'obtenait même pas ça. C'est des frites. Pas C'est des un frites. accès Internet. Ça existait mange. déjà. La nourriture. Ça se mange. Ça se mange. Des churros. Pizza fraîche. Bonne réponse de Titoff. Un automate à pizza, Pizza Lib, ça s'appelle. Ce distributeur d'un genre nouveau a élu domicile à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez commander une pizza. C'est le premier automate à cuisiner des pizzas fraîches. Il te l'a fait, le mec avec ses petites moi, mains. près de chez moi, il y avait une machine qui faisait déjà ça. Mais non, parce que vos pizzas n'étaient Montreuil. pas fraîches. Ah, peut-être. Mais comment ça? Elle te fait la pâte, elle te fait. Là, c'est Gilles. Je vous explique, laissez-moi vous expliquer. C'est Gilles Renard, un ancien chef de chez Joël Robuchon, qui a testé l'engin. Alors. Vous êtes devant la machine. Ouais. Vous choisissez votre pizza sur un écran parmi 8 variétés déjà, de pizza. Hein, entre 7,50 € et 9 €. Là, cher, quand même. le cyber pizzaiolo. Ils appellent ça comme ça. Oui, c'est bien. Oui. Le cyber pizzaiolo s'occupe de tout. Ouais. Vous avez en coulisses 70 pizzas qui sont préparées le matin même et stockées pendant 3 jours maximum dans un réfrigérateur. Lorsqu'un client commande, ces pizzas sont enfournées à 200 degrés. Résultat, vous avez la pizza en 3 minutes dans une boîte en carton. Elle sort par une trappe, laissant s'échapper une bonne odeur de mozzarella. Tu vois ce que tu fais incinérer, Claude? Ça va fonctionner exactement comme ça. Non. C'est dégueulasse. Moi, j'ai mon nom gravé sur ma tombe déjà. Déjà? Pas question T'as eu peur brûle. qu'on te pique ta place ou quoi? Exactement. J'ai pissé sur la tombe de mon mari. Personne ne peut la prendre. Elle a marqué son territoire. Si ça t'ennuie pas, ne fais pas ça sur la machine à pizza, parce que après ça serait ronde, esthétique, appétissante. À la première bouchée, bon, on devine que c'est pas de la grande gastronomie, hein, nous dit Bruno Pinel dans 20 minutes. Mais quand même, le produit se laisse manger. C'est mieux qu'une pizza surgelée. Il y a une première borne qui s'est ouverte à Levallois-Perret, une deuxième à Aubergenville. Et évidemment, d'autres villes vont s'y mettre aussi. Attention, il faut pouvoir financer la machine qui coûte 40 000 €. Peut-être que c'est un mec, en fait, qui est juste derrière. Et ils font comme si c'était un ordinateur, en fait, pour que ça fasse moderne. Mais en fait, il y a un pizzaiolo derrière. Homme. Ouais. C'est Michalak qui fait les pizzas. Tout petit et très agile. T'as Michalak et Vandel qui sont à l'intérieur. Ben moi, je trouve pas ça bien. C'est un peu la même idée. Ça fait un peu Tu peux penser l'avoir à... n'importe à quelle heure, mais c'est pas bien.
Pas le contact humain. Ça c'est vrai. Même quand tu fais une commande chez Pizza Hut, chez Domino Pizza, chez Pizza 30, tu sais, quelqu'un qui te l'apporte. La pizza, il n'y aura plus jamais de cheveux, de poils de cul dans la pizza. C'est vrai qu'on perd. On perd le côté un peu nature. Je sais pas ce que t'en penses. Ça c'est vrai qu'on en trouve souvent quand même. Dans la pizza. Oui. Franchement. Où tu les commandes? Où tu les commandes? Dans ton cul.com, évidemment. Et tu sais combien il fait à côté d'un four à pizza? Ce que j'ai jamais compris, c'est que les pizzaiolos, ils sont gros quand même. Ils font des hammams tous les soirs pendant 8 heures d'affilée et ils perdent pas de poids. Qui peut-on voir actuellement sur les plages de Nouméa? Chirac. Non. Ils sont une dizaine comme ça à se balader. Est-ce que c'est un groupe de chanteurs? Non. Non, c'est des animaux, je pense. Non. Est-ce que c'est des gens qui surveillent? Non. Est-ce que c'est des gens qui travaillent dans le nucléaire? Pas du tout. Est-ce que c'est des Français? Pas du tout. Oui. D'accord. Ils sont une dizaine. Ils sont se une connaissent dizaine. entre eux. Jusqu'à dimanche, vous pourrez les voir là sur les plages de Nouméa. Est-ce que j'ai un intérêt quelconque à aller jusqu'à Nouméa pour les voir? C'est le Splendide, peut-être ils font les bronzés 4. Non. Mais est-ce que c'est intéressant d'aller les voir? Est-ce que c'est un événement de les voir? C'est un événement. Oui, en tout cas, ils sont là-bas à l'occasion d'un événement. C'est un spectacle? Non. Écoutez, Nouméa, ça devrait tout de suite vous dire. Tac. Est-ce que c'est des amis de Claude Sarraute? Est-ce que c'est Chirac et compagnie? Non. Nouméa, ça a un rapport avec Canac? avec la Nouvelle-Calédonie, oui, ça oui. Non, mais avec la fusée Ariane. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à Nouméa? Ah oui, je sais. C'est comme Donc il y a une jolie fille dans le public. Là, j'avais pas vu la demoiselle. Ah wow. Attends. Moi, je l'ai tout de suite vue, mais elle est accompagnée. Je sais pas si c'est son copain à côté. Son frère, c'est son frère. Ah, c'est bon, ça, il fait nom de la tête. Non, c'est son frère et le papa devant avec les moustaches. Mais c'est Laurent. Rarement on a vu une belle gonzesse comme ça. Elle est cachée un peu. Si elle pouvait venir au premier rang, on la verrait mieux. Non, parce que Elsa va devenir méchante. On sait qu'elle est Mais très. non. Christophe, vous l'aviez repéré, vous? Pas du tout. Pas du tout, de quoi tu parles? Non, moi, il y avait Daniel. Tu veux dire au deuxième rang? Ah oui, moi non plus, je l'avais pas vu. Ça, non, mais j'avais pas vu. Bon, bravo. Moi, non. Là, on va pas en faire une heure non plus. Bah, ça va. On voit une blondasse, ça y est. Ah bah non, mais attendez, vous voulez pas vous lever, mademoiselle? Ah non, regardez, elle va se lever, voilà. Waouh. Oh là là. Monsieur avec les moustaches et les tatouages, vous pouvez vous lever aussi? Ah non, on en a vu des jolies filles ici. Non, justement, on n'en a jamais vu. C'est la première fois en 15 ans de radio que je vois une femme. Qu'est-ce qui se passe enfin, Laurent? Aussi jolie. N'exagérez pas. Enfin, franchement. Non, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Oui, c'est vrai, en 15 ans de radio, on n'a jamais vu une bombe pareille. Mais je suis sur les rotules. Non, mais regardez-le, l'hypocrite qui, depuis le début de l'émission, avait le cou comme ça. Enfin, Claude, vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Il a maté depuis le début, ce salopard. Tu parles, il l'avait Ce qui est dommage, reniflé c'est pour avant Daniel Merci, qui vient merci depuis 15 beaucoup. ans pour se taper un chroniqueur qui Essaye de foutre en l'air mon couple. C'est vrai, ça. C'est vrai que c'est pas gentil. C'est vrai que Daniel, qui vient depuis 15 ans ici, est-ce qu'elle s'est déjà tapé un chroniqueur? Moi, je pense que, franchement, Jean-Luc Lemoyne, elle a dû avoir Jean-Luc Lemoyne. Ou Poquelin, elle a peut-être eu Poquelin. Oh, Poquelin. On l'a pas revu depuis. Mais justement, il est à Nouméa en ce moment. Ah oui, C'était la question. Carambeu est à Nouméa. Et alors? Eh ben alors, j'ai Pour trouvé. la Croix-Rouge. Ah bah alors, ça fait le Pour trop. un match. Non, pour une série. Elle tourne une série. C'est pour un match. Exhibition. Un match exhibition. Et elle serait jusqu'à 10 ans. Marie. Pour la Croix-Rouge. Alors, qui, là, je vois une photo, là, prise sur les plages de Nouméa. Qui on voit sur les plages en ce moment? Adriana. Et Christian. Pas Adriana. Ah, Christian. Oui, c'est un match, c'est ça en fait. Non. Ils vont jeter le ballon dans la lune et ils attendent après. Non, il y a un jubilé pour. Je vous donne la réponse. pour un joueur. Bah oui, qui? Eh ben, un joueur. Ah, bah, comment il s'appelle? Carambeu. Je sais. Bah, Mais Carambeu, vous venez de le dire. Bah, elle est con, quoi. Bon, dites alors, qui est à Nouméa? Carambeu et ses copains. C'est-à-dire qui alors? Les d'autres anciens de l'équipe de footballeurs. France. Les de anciens. 98. Donc les anciens. Champions du monde. Les anciens champions du monde sont en Nouvelle-Calédonie. Bonne fin d'après-midi à tous. Et attention, une info Europe 1. Pierre Bénichou prépare son one-man show. Si, Laurent Ruquier nous en dit plus dans le best-of d'On va se gêner.
puisque Pierre n'est pas là, heureusement, un de nos auditeurs nous explique pourquoi Pierre Bénichou a quelques absences, qu'il est fatigué en ce moment. C'est parce qu'il prépare un one-man show. Tout le monde veut faire du one-man show, vous savez. Et Pierre prépare un one-man show, mais il nous l'a pas dit. C'est quelqu'un qui travaille avec lui pour la mise en scène de son one-man. On pourra y voir en ouverture l'imitation de Zinedine Zidane. Bonjour. Les reprises des chansons d'entre-deux-guerres. C'est la Java bleue sera la première chanson. Le titre du spectacle sera Bande de cons va. Bon. Au programme, ses meilleurs sketchs, entre autres. Quand je vois la guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine. Un deuxième sketch intitulé Ça va rentrer comme papa dans la bonne. Ça, c'est pas mal. C'est joli ça. Un troisième qui s'appelle Moi aussi j'en ai niqué des mortes. Bon bah. On le connaît pas celui-là. C'est quelqu'un qui a relevé toutes les meilleures phrases de Pierre Bénichou. C'est pas mal. Il y a un site internet entièrement consacré à Pierre, qui est pas fait par lui, qui est fait par des gens qui l'adorent, et il y a des trucs magnifiques. Et il y a pas le si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Ça, c'est un classique aussi. Heureusement, c'est deux Périgourdins qui faisaient du vélo près de Mars. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Périgourdin, c'est Gourdin qui me fait rire. C'est péripatétique. Heureusement, c'est deux Périgourdins qui faisaient du vélo en Dordogne, tout près de la commune de Marsanex, portaient un casque de vélo. Pourquoi portait-il heureusement un casque? Ils se sont fait attaquer par des oiseaux? C'est-à-dire par des faucons ou des buses ou des maîtresses? Par une buse, un rapace irascible, des cyclistes attaqués par un busard. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais c'est des petits nains et le busard les a pris pour des souris ou des mulots? Pas exactement, mais alors en tout cas, ils disent que vraiment ça a été un choc assez violent au niveau de la tête. Il y en a un qui témoigne, qui dit il est sorti du bois, il nous a foncé dessus, il nous a touché. C'est il ou elle? Je crois que c'était une buse. Un busard. C'est un busard. C'est quoi un busard? Philippe Busard. C'est un terme générique. Philippe Busard. Et il a attaqué les grosses têtes, Philippe Busard. Non mais si ça se trouve, non, il faut renverser la chose, parce que si ça se trouve, le busard Vous avez dit busard? Le busard a attaqué parce qu'ils avaient un casque brillant, etc. Comme la pie voleuse. La pie qui est attirée par tout ce qui brille. Peut-être bien que le busard, il est attiré par tout ce qui est rond et brillant, parce que j'imagine que son casque. Et c'est pour ça qu'ils ont. Et s'il n'avait pas eu de casque, il n'aurait pas été attaqué. Oui, mais imaginez qu'ils eussent été chauves, avec un crâne luisant et brillant. La femme aussi. Il n'y a pas de femme là-dedans, c'est deux Périgourdins. Ils étaient majeurs, Il n'y a pas de Périgourdine. De toute façon, il y aurait eu une femme, on aurait dit deux Périgourdins aussi, puisque le masculin l'impose. Ils étaient majeurs. Je pense à un papa et son fils. Hein. Il raconte. Je vous donne quand même. Bon, c'est pas Polanski alors qui a attaqué. Je vous donne leur témoignage. Non, c'était Paul en vélo. Oh non. Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Il s'entraînait pour le Vautour de France. Je ne vous ai pas encore lu. Mais oui. Allez-y donc. Le témoignage. Lisez-nous le papier Busard. Alors voilà, il est sorti des bois, il nous a foncé dessus. La fois où il nous a touché par derrière, c'était un choc assez violent. C'est bien de préciser qu'il s'agit d'un animal. Au niveau de la tête, sur mon casque, il y avait des traces de serre. Donc ça, c'est une des victimes. Heureusement. Attendez, c'était une biche ou un busard? Heureusement, les deux cyclistes portaient un casque et n'ont pas été blessés. Voilà. Intrigué quand même par ce comportement inhabituel, la radio France Bleu Périgord, nos confrères de France Bleu Périgord, ont interrogé un naturaliste qui s'appelle Yannick Langlette, qui a dit il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est un busard qui a mauvais caractère. Il est déjà connu dans la région. Et il a décidé de protéger son nid de la façon la plus réactive possible. Au moment où il édifie, ça arrive que les oiseaux ils deviennent méchants. Il y a des mouettes par exemple. C'est arrivé à un ami à moi d'être attaqué par un rapace en plein jogging et sans casque. Et il est rentré la tête en sang. Sans rire. Où ça En Seine-et-Marne. Ça alors. Je savais pas que les aigles pouvaient nous attaquer en Seine-et-Marne. Mais pourquoi ils attaquent que la tête? C'est là qu'ils arrivent en premier. Oui. C'est comme les fourmis attaquent par les pieds. Il a raison, Isabelle. Non mais attendez. Ça c'est du bon sens. Et les homos par derrière, c'est pareil.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le best-of d'On va se gêner. Laurent Ruquier, entouré d'Isabelle Alonso, Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Titoff pour une question très sexe. On parlait des dinosaures qui nous ramenaient 65 millions d'années en arrière. Là, c'est quasiment 30 000 ans en arrière. C'est pas mal, hein, déjà. 30 000 ans en arrière, où je vous emmène. Puisqu'on vient de découvrir en Allemagne, dans une grotte, l'objet le plus vieux qu'on puisse connaître dans ce domaine, qui donc a 30 000 ans, d'après les experts et les scientifiques qui l'ont retrouvé. De quel objet parle-t-on? Un objet fabriqué par l'homme? On n'avait jamais trouvé d'aussi vieux. C'est Néandertal qui a fait ça? Une hache? Fabriqué par l'homme, oui. C'est-à-dire 28 000 ans avant que Dieu n'envoie son fils sur Terre. 28 000 ans. Une tête de Delco? Un micro-ondes? Un bebop? Les scientifiques à l'origine de cette découverte ont réussi à reconstituer une douzaine de fragments et ça s'est passé près de Ulm en Allemagne. Ulm. Voilà, et ils ont Ulm en allemand. Ça servait à se nourrir? Pardon? Ça servait à se nourrir? À se nourrir, non. À dormir? Non, pas une À prendre assiette. du plaisir? Pardon? À prendre du plaisir? Le premier C'est god? Godemiché. Le premier Godemiché. Bonne réponse de Titoff et Isabelle Mergo. Ils ont confondu comment? Alors, mais ils ont les Comment ils savent que c'est un godemiché? Comment ils savent? Comment ils savent? C'était un outil pour piler. Ça s'appelle un bâton, quoi. Non. Ça m'énerve. Non, gros bâton, quoi. Oh, les historiens, ils salissent tout. Mais non, c'est pas. Un os pour le plaisir. Le plus vieux Godemiché aurait 30 000 ans. Un os? Un os ça pour le m'énerve, plaisir? Attends, il paraît qu'il n'y a pas d'os dedans, il paraît. C'est un phallus qui date de l'âge de pierre. Enfin, Ils ont trouvé ça dans une grotte? C'est marrant, dès qu'ils font des plaisanteries douteuses sur moi, ça le met dans un état de joie. Je suis pas là, Ça je suis pas. m'énerve. Comment ils le savent que c'était? Mais c'était. Bien sûr. Ben, comment ils le savent? Les scientifiques à l'origine de cette découverte affirment que lorsque l'outil ne servait pas à des fins sexuelles, il était utilisé pour allumer des feux. L'objet date d'au moins 28 000 ans, 30 000 ans peut-être, et il aurait été jeté après avoir été brisé. Non, parce que Ça marche, Louis. Il marche Méfiant. Eh ben, tu vas allumer le feu puisque c'est ça. Dans la grotte. Mais ça en dit plus sur l'esprit des chercheurs que sur l'objet lui-même. Ah oui? C'est une interprétation. Mais non, tout au long de l'histoire, il y a des. Il y a des godemichés comme ça. Mais non, le plaisir, c'est quelque chose de tout mais nouveau. non, mais il y a même une exposition aussi comme ça. Elle a absolument raison, la petite Mergo. C'est tout nouveau, ces idées-là. C'est de la com, Il y a tout le monde encore en des parle. pays au 21e siècle où la jouissance des femmes est une chose à peu près inconnue. Comme la France, par exemple. Toi, t'as été mal commencé, toi. Comme ta femme, par exemple. Putain, on attaque la famille. Alors là, moi je reviens du côté de mon Pedro. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, il y a Rapido. Mesdames et messieurs. Et Pierrot de Rapido va frapper. Parlons plutôt des inventions, puisque vous n'aimez pas les vieilles choses. Une invention qu'on peut trouver dans Libération aujourd'hui, un peu du même ordre. Vous vous souvenez de la perruque pour bébé? Eh bien là, c'est encore pour bébé ce qu'on vient d'inventer. Vous pourrez acheter ça sur Internet. Vous aurez le droit à 4 coloris possibles, plusieurs formes. Le dentier. En forme de chat, de papillon, de château. C'est bio en plus. Mais de quoi s'agit-il? Le pot? Non, pas le pot pour bébé. Non, alors en fait, c'est une double fonction et ça n'existait pas avant. C'est une tétine sur laquelle on fixe des lunettes de soleil pour bébé. Et comme le bébé suce, la succion maintient les lunettes en place. Faut pas lui mettre à l'envers. Hein. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Il s'agit de la tétine lunette ou les lunettes tétines, si vous préférez, la totote anti-UV, comme a titré Libé, parce que c'est vrai que les enfants ont du mal à garder les lunettes de soleil sur leur nez, mais si la lunette ou les lunettes sont attachées à la totote, évidemment ils sucent la totote et les lunettes restent en place. Et non pas l'inverse. Il se fout la lunette dans le bec, il a la totote. Non mais il faut que le bébé soit, enfin que les morphologies soient à peu près pareilles, parce que Bah oui, pour toutes les lunettes, c'est pareil. Hein. Il vaut mieux avoir des lunettes. Non, mais un enfant qui a un très grand nez. Oui. Bon, c'est rare. Oui. À part Pinocchio, il n'y en a pas beaucoup. Hein, Non, mais. Bon, d'accord. C'est pas mal, hein. Voilà. Et en quoi c'est bio? Oui, en quoi c'est bio?
bio. Bah, c'est la Bah, tu le tétine qui est jettes à la- bio. tu le jettes dans Elle la est bien, campagne ça. et au bout Elle est- de 500 000 ans, il n'y en a plus. Elle est pas faite avec un comme le plastique. plutonium. Et puis vous pouvez voilà choisir en forme de Et puis les chat. chercheurs en dans forme- 500 000 ans diront c'est le premier God pour les enfants. Bonne fin d'après-midi à tous avec le best-of d'On va se gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Quelques minutes de rire encore avec Laurent Ruquier qui nous embarque à présent pour Hollywood et une question cinéma. Allez, allons aux États-Unis. On a le palmarès. oui, allons-y. On a le palmarès de la 58e remise des prix décernés par les journalistes de la presse étrangère de Hollywood. Alors, on voit, il y a une belle brochette de talent, on va dire. Alors, c'est le film Gladiator qui obtient le prix de meilleur film dramatique. Moi, j'avais pas vu Gladiator. Moi non plus. T'es Moi bien non ça, plus, vous l'aviez j'ai pas vu. Ah Non, ouais j'ai pas vu. Jean-Yann C'est Ridley Scott qui a fait ça, non Ouais. T'as vu des beaux gladiateurs Alors après, qu'est-ce qui vient après? Alors, meilleur acteur dramatique, Tom Hanks pour Seul au monde. Je sais pas si vous avez déjà vu le film, il est actuellement sur les écrans. Moi oui. C'est un chef-d'œuvre. Seul sur une île déserte avec son ballon de volleyball. Formidable. Il collectionne les beaux rôles, celui-là, Tom Hanks. Comment on fait pour avoir une carrière comme ça, Jean-Yann? Parce que ce type-là... Faut avoir mauvaise haleine et personne ne veut jouer avec lui. Ce sont les films français qui sont les grands perdants de ce palmarès. Oh, tu m'étonnes. Alors là, je suis sûr, alors, I'm surprised. Totally surprised. Alors, vraiment, alors. Pourquoi vous êtes surprise? Parce que, alors là, les films français, rien du tout. Bah quoi, alors? Et j'ai oublié Julia Roberts, qui a été récompensée aussi, meilleure actrice dramatique. Bah tiens. Vous l'aimez pas, Julia Roberts? Si, justement, j'ai dit, bah tiens. Justement. Quand vous dites bah tiens, généralement, j'ai des doutes. Non, moi, j'ai dit, bah tiens. J'ai pas dit, bah tiens. Bah tiens, non, je les reviens, ça tient. Excusez-moi, j'ai vu dans Pretty Girl. Pretty Woman. Ah oui, Pretty Woman. Mais là, c'est pas pour Pretty Woman. Honnêtement, je m'ai régalé. Et là, c'est pour Erin Brockovich. Vous l'aviez vu dans... Génial. Ouais. Oh là là, quel film. Ouais. Sensationnel. Il y a que Claude qui va au cinéma. Ah, moi j'adore, j'y vais tout le temps. J'y vais tout le temps. Il a dit qu'il était critique de cirque l'autre jour. C'est vrai. Vous n'y allez pas, vous, alors voir les films? Jamais. Pourquoi? Bah parce que, je sais pas, vous connaissez les plombiers qui, le samedi, vont voir des robinets, vous? Justement, est-ce qu'on était dans les Golden, on vous a remis déjà, vous, des récompenses, genre César Non, jamais. Molière, non, Molière, non, mais César? Ah non, si, j'ai un prix, c'est le seul truc que j'ai dans mes cabinets à Los Angeles, c'est que j'ai eu le prix meilleur rôle féminin. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pour Le Boucher. Alors là, celui-là, je l'ai gardé avec Stéphane Audran, parce qu'il y avait Best Actor et Best Actress. Et comme elle s'appelle Stéphane, qui est un prénom d'homme, et moi, que je m'appelle Jean, puisque c'est un prénom de femme, Jean Seabrook, tous ces trucs-là. Meilleur acteur masculin, Stéphane Audran. Meilleure actrice, Jean Yanni. C'est chouette. Ah, c'est drôle. Alors, on reste dans le cinéma, il y a un carton quand même en France, là, en ce moment. Plus d'1 million d'entrées pour Le Placard. Ça fait beaucoup de monde, dans Le Placard. En 5 jours. En 5 jours, c'est énorme. Ils battent le Dîner de cons. Le dernier film qui avait réalisé un aussi grand score, qui avait réussi à passer le cap du million de spectateurs en si peu de temps, c'était Taxi 2. Voilà, c'est un vrai succès pour Francis Weber. Vous auriez pu être dans Le Placard, vous aussi, Jean-Yann. Il y a une telle pléiade d'acteurs, là, qu'on est même surpris que vous y soyez pas. Hein? Justement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je pourrais être dans pratiquement tout. Même dans les 102 Dalmatiens, vous n'êtes pas. Je pourrais être aussi là-dedans. Non, mais je t'ai vu dans une bande-annonce avec une perruque. Voilà. Je t'ai vu dans la bande des loups, je sais pas quoi. Le pacte des loups? Ah là là. Le pacte des loups. Le pacte avec des Vincent loups. Cassel. Ravissante et Samuel perruque. Le Bihan. Très bien. Alors comment c'est? C'est très beau, c'est un truc formidable et vous irez le voir. La seule chose qui est, c'était très bien. On a tourné avec des coyotes et tout, c'était vraiment rigolo. Le pacte des loups. Il paraît que le tournage était difficile dans le froid et tout, des conditions oui, terribles. Oui. Pour moi, c'était un peu plus dur que pour les autres parce que j'étais à cheval. Non. Et alors, je vais vous dire, pour me monter sur le bourrin, c'est pas non plus... très honnêtement, heureusement qu'on n'a pas pris de photos parce que pour mon ego, ça aurait été dur. Vous voyez. C'est pour ça que on a commencé par un tabouret, mais comme on était en extérieur, après, j'étais avec un camion qui monte là à l'arrière, tu sais, pour charger les gros paquets. Un monte-charge? Un monte-charge, mais parce que c'est des trucs de fou, ces animaux-là.
Ah, non. Ça n'a l'air de rien un cheval, mais je sais pas, ça fait 3 mètres, 3 mètres 50. C'est des trucs, en plus avec une épée, des bottes, un machin, une perruque, un chapeau, un tricorne, un machin et tout. Des gens qui remuent autour, qui parlent et tout. Ce que j'ai fait au départ, et j'ai pas osé l'avouer, je le dis maintenant, simplement parce qu'on est entre amis, c'est que la première fois où je suis monté sur ce cheval, au lieu de m'asseoir sur la selle, je suis tombé derrière la selle. C'est-à-dire que j'avais donc l'arrière de la selle qui me rentrait dans les baloches et on m'a dit ça va, j'ai dit oui, je vais pas la ramener. On dit non, je voulais pas dire écoutez non machin, je suis un ancien des grosses têtes et tout, je peux pas alors j'ai rien dit et puis j'ai dit je vais appuyer sur les étriers pour monter, puis je vais monter devant la selle, oui. En douce? En faux cul. Mais j'ai jamais pu décoller de ce compte cheval. Fallait que tu restes longtemps sur ton cheval. Mais toute la journée. Alors moi j'étais embêté parce qu'on s'arrêtait pour la cantine des fois. Je voulais pas y aller moi. Moi je disais amenez-moi mon plateau sur le cheval, il va falloir que je remonte. C'est un truc de fou, ça. Vous vous rendez pas compte ce que c'est que d'être sur un cheval? Si on vous propose Lucky Luke, une supposition, un rôle titre, Lucky Luke, ça vous prenez pas? Non, je veux bien faire des trucs avec des dauphins, avec des machins comme ça, parce que ça flotte, on est dans l'eau, on est plus léger, ils sont gentils, bon, ça sent un peu le poisson, mais le cheval, c'est une horreur. En plus, ça court, ça chie partout, c'est des drôles de bestiaux. C'est les rushs qu'il faudrait voir. On vous en reparlera. Attends, le mec, il a fait 300 cassettes de making-of. Alors, si jamais on a gardé mon expédition pour monter sur le cheval, ils vont pouvoir faire un court-métrage. À mon avis, Jean-Yann, faut pas que vous alliez chez Arthur avant au moins 10 ans. Oui. Ah, oui, oui. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On la tient, l'explication C'est sur pas vrai. Mir et Miroska. Ça y est, On sait, parce qu'il faut quand même vous raconter, Gérard Miller. Pierre a cru, parce qu'un jour, un pote, tard la nuit, lui a raconté ça, que Mir et Miroska, qui étaient des sortes de voyants, enfin, qui faisaient de la divination, La transmission de pensée. Mentale, de la transmission de pensée, pensaient que Mir ou Miroska, qui était dans la salle, était ventriloque, et que c'est comme ça, c'est lui qui donnait les réponses à la place de l'autre qui était sur scène. C'est Bruno Cocatrix qui me l'a dit. Oui. Il lâche pas l'affaire. Donc évidemment, c'est tous foutus de sa gueule. Bruno Cocatrix connaît mieux Mir et Miroska que le commun des mortels, puisqu'il les a employés. Et évidemment, ça fait 2 jours qu'on est sur cette affaire de Mir et Miroska. Et enfin, on a l'explication. Elle se trouve dans le livre d'André Pousse. Je balance pas, je raconte. En fait, il se trouve que Miroska se déguisait et faisait la queue avec les spectateurs avant que le spectacle démarre. Et il écoutait les différentes conversations des spectateurs qu'il pouvait ressortir pendant le spectacle en posant des questions, évidemment, qui étaient relatives à ce qu'il avait entendu précédemment. Évidemment. Toujours quand tu es dans une queue avec des gens, et les gens disent mon passeport, c'est numéro 64. 831 24, j'ai dans ma poche 2 billets, un de 10 francs, un de 10 euros, un de 20 euros, Pierre, 8332. Pierre, que je vous dise, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Peut-être nulle, mais celle de Dédé Pousse est encore plus. Vous l'énervez, arrêtez. Mais Mir et Miroska, ils avaient une façon de communiquer que je ne connais pas, mais dont j'ai lu le principe, qui était effectivement, chaque fois qu'ils parlaient, comme je suis en train de le faire, ils donnaient 1000 informations que seul l'autre pouvait entendre. C'est ça, des codes extraordinairement sophistiqués. Je pense que ni André Pousse, ni Pierre Bénichou n'ont effectivement raison. Mais c'est dommage qu'ils soient pas en spectacle en ce moment. Pourquoi Mir et Miroska ont eu un tel succès? Parce que quel que soit le code, les trucs étaient tellement sophistiqués qu'ils ne pouvaient pas dire un code dans le genre vous voyez l'œil de monsieur? Oui, il a eu la cataracte. D'ailleurs, il a dans sa poche à droite un ticket pour l'hôpital de 15-20. Bon, quand il faisait ça, c'est pas en dire vous voyez l'œil de monsieur, ça suffisait pas pour savoir tout ça. Tu comprends? Gérard? Si Laurent, vous étiez honnête, vous pourriez rapporter à nos auditeurs et à nos amis ici présents que plusieurs fois, avec Charles Hudon, qui est votre collaborateur sur la télévision, j'ai fait de la transmission de pensée pendant les vacances et ça fonctionnait tout à fait bien. Ça fonctionne très bien. C'est d'être un bon escroc, hein, voilà, exactement. Et j'ai un auditeur qui me dit, cher Laurent, Pierre Bénichou, sait-il pourquoi les avaleurs de sabres ne se coupent jamais lorsqu'ils avalent des sabres? C'est Bruno Cocatrix qui me l'a raconté, c'est parce que ils avalent les fourreaux juste avant. Il est bientôt 18h30, mais on a encore le temps d'écouter un nouvel extrait du Best of d'On va se gêner avec une question. Qui est Rima Faki?
La réponse avec Laurent Ruquier et son équipe. Rima Faki, c'est son nom, est accusé de lien avec le Hezbollah libanais. Bon, jusque-là, vous me direz, pourquoi pas, mais pourquoi ça cause un problème aux États-Unis? Et parce que Rima Faki est une très jeune fille. Oui. C'est ça? Oui. Non, il y a une histoire avec une toute jeune fille. Je l'ai lu, cette histoire, ça m'énerve. Regardez un peu le cheminement. Dans ces cas-là, comme il dit Gérard, il rentre en lui. Mais oui, mais avec vous, je peux pas parce que vous vous moquez. Non. Des comprend quelques secondes pour réfléchir. Je l'ai la réponse, je la connais. Vous l'avez donnée là? Non, je ne l'ai pas plus. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une toute jeune fille? Oui, c'est une jeune fille, toute jeune fille, une jeune fille, voilà. Et alors, Elle n'est pas majeure? Attendez, regardez. Si elle est majeure. Il rentre en lui, c'est l'auto-ventriloque en fait. Rima Faki est accusée de lien avec le Hezbollah libanais. Elle est originaire de Srifa, il faut le dire, un village du sud du Liban. Pourquoi ça crée scandale aux États-Unis? Parce que Elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis, Et sûrement. elle est la fille d'un haut dignitaire justement libanais Non. qui est contre le Hezbollah. Non, Rima Faki, c'est la nouvelle Miss USA. C'est Miss USA 2010. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Gérard, c'était ça que tu voulais dire. Je l'avais lu ce truc. La plus belle des Américaines, c'est une Libanaise originaire de Elle est pas mal, Srifa. Elle est belle. Et depuis qu'elle a été élue dimanche, son nom est sur toutes les lèvres américaines, sauf que maintenant on l'accuse d'avoir des liens avec le Hezbollah, la milice chiite libanaise. Et là, c'est un peu emmerdant évidemment pour Miss USA. C'est embêtant. En même temps, est-ce qu'ils cherchent pas toujours des poux quand c'est pas américain plein pot, quoi? On Je me devrait, pose la question. pour l'élection prochaine, en plus maintenant il y aura 2 concours, donc on cherche des On va candidats. y aller. Même On moi, va je vais peut-être se pas me présenter. présenter. Hein. Voilà, Michel, on y va. On devrait présenter. On a peur de Moi, je rien. vais faire Miss Vieille France. Non, pourquoi? Clotilde Ress, on devrait présenter. C'est vrai que c'est un peu ridicule de dire des liens avec le Hezbollah. Si on disait des liens avec une organisation terroriste comme le Al-Qaïda, par exemple. Tandis que le Hezbollah, ça a commencé par un terroriste et maintenant, ça a gagné 40% du Liban. Donc, elle fait partie d'un Libanais sur 2. Non, mais ils disent que c'est le terrorisme islamique qui a financé sa participation. Elle au est concours, diplômée etc. en économie, elle a émigré à l'âge de 7 ans avec ses parents, sa sœur et ses 2 frères. Miss USA serait une terroriste en bikini, a titré le journal Politics Daily. Beaucoup de proches de Miss USA sont des terroristes importants du Hezbollah et certains sont même tombés en martyrs face à Israël. Voilà, la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va perdre son titre? Mais c'est sûr que si lors d'un défilé, au lieu d'avoir une ceinture de Miss, elle a une ceinture de dynamite. Ça peut faire des dégâts. On peut la voir quand même, Oui, parce que je peux voir cette petite terroriste. Oh la vilaine. Oh la vilaine terroriste. Ouais, tu dis que des bombes comme ça, ils peuvent en poser chez toi tous les jours. Je peux regarder, oui. Oui, là, ça va l'énerver. Non, mais je sais pas, il y en a un Il va qui faut enlever qu'il ses regarde, c'est moi. chaussettes. Dis donc, elle est drôlement belle. Hein. Montre-la. C'est une Miss USA. Hein. Normalement, c'est pas mal. Ils élisent rarement des moches. Non, mais elle est belle. Elle est très belle. Comme le jour. Je l'ai jamais fourré, celle-là. Si, souviens-toi. Élégance, élégance, tu vois, chic, Ouais, c'est chic. C'est ça, oui. C'est glamour. Bravo. C'était une soirée dynamite. Ça suffit, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il veut tout de moi, ça suffit. Non, je veux pas tout d'elle, je veux certaines choses. Tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Non, je Mais vois arrête. qu'elle prend des notes et je trouve ça absolument charmant. Elle a toute une grosse écriture d'élève intéressé mais pas très bon élève. Tu sais comme ça. Une écriture à la Bardot où pour faire le point sur le i on fait un rond. Tu connais ça? Une écriture comme ça. Regarde si elle est mignonne. Alors qu'est-ce que t'as marqué? Mais oui, pourquoi vous prenez des notes pendant l'émission? Elle dit qu'il est intelligent, Monsieur Miller, des conneries. Non, Monsieur Miller est très intelligent et en Voilà. plus il est gentil lui. Non, vas-y, raconte-nous ce que tu as écrit. Tu as les seins qui pointent, Pierre Bénichou. Mais c'est exact, j'étais en train de me Arrête dire pas ça. de dire t'as les seins qui pointent dans les seins qu'on peut. Hein. Regarde-toi. Tu crois que tu préférais pas avoir des seins normaux? Non, mais voilà. Il a fait rougir. C'est drôle, j'avais jamais remarqué que vous étiez Elle rougit. C'est une gamine, c'est une gosse pour moi. C'est une gamine. Allez, viens avec tonton Polanski. Viens. On va apprendre la vraie vie, j'ai Je l'impression. pensais pas qu'on pouvait vous faire rougir aussi Mais je suis facilement. très timide dans la vie.
vie, voilà. Ah ouais, c'est fou Bah ça. oui. Mais on n'est pas dans la vie, on est à la radio. Bah, c'est un peu la vie aussi. Oh bah non, ici ça va. Non, C'est c'est notre pas la vie. vie. Ici, Heureusement que non. Ici, c'est pas la vie. Sans ça, je ne serais pas l'homme que je suis. Dans la vie, je suis quelqu'un Vous d'assez êtes pire dans la vie, je vous connais. Non, je suis quelqu'un d'assez austère dans la vie. Oh non. oui. Oui, et là, ici, je me fais violence pour parles. avoir l'air. Mais bien sûr, Poupou. parles. Allez, mets-toi dans le coin, là, j'arrête. Quel macho. C'est le macho de base, mais ça marche plus, cette drague. Ça marche Ça, pas, c'est ça. comme- Non, c'est vrai que Pierre, vous avez une façon de draguer les filles. Mais il drague, maintenant, il drague au paradis du fruit. donc C'est brutal, c'est brutal. Ah, il drague plus que les blettes. Franchement, On va faire un tour près de la centrifugeuse. à quand remonte le moment où tu as vraiment séduit une femme? À quand ça remonte? Juste en mois, en années, en décennies, enfin comme tu veux. Parce que c'est méchant. Voilà, enfin, ça veut dire que il y a si longtemps que ça que maintenant on peut à peine l'imaginer, c'est ça. C'est ça que ça Mais veut dire. je ne séduis plus, j'ai jamais séduit personne. Ensuite, tu étais très beau, Non. jeune, tu étais superbe. Oui, mais ça veut rien dire ça. Si tu veux que je te dise un truc, ça marche encore plus maintenant qu'avant. je veux dire. C'est drôle. Ah Oui, bon, mais auprès de qui? ta sœur. J'en ai pas. Mais je plaisante. C'est des questions terribles, ça, quand j'ai séduit. Ça dépend qui j'ai séduit. Moi, j'ai mis dans mon bureau, je dois le dire, j'ai plusieurs photos. Il y en a une de Pierre marchant à côté de Cassel, le papa Cassel, évidemment. Ça fait Où deux vous beaux êtes mecs. Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, et vous êtes tous les deux incroyablement beaux, franchement. Non, moi, beaucoup plus. J'adore. Il ne doute jamais. Il y a un voile de des claquettes nostalgie aussi. qui passe. Moi, j'ai sur la tes même yeux. photo avec la fameuse phrase qu'il prononce toujours quand il se balade comme ça sur les Champs-Élysées. Ah C'est oui, la fameuse phrase qui nous a répété ici. Moi, c'est devenu une sorte de précepte. Alors, seul, quand l'amour rôde. C'est mieux que va te mettre dans le coin, j'arrive quoi. Ouais, c'est un peu plus chic. Non, mais En je même dis temps, ça ça pour finit rire, moi. pareil. Enfin, mais voilà, en même temps, ça finit pareil. C'est plus joli à dire. ça. Collé contre le mur. Waouh. Ça, quand même, ça séduit une femme. Il va te coller contre le mur. Ah oui, un homme qui vous dit je vais te coller contre le mur. Ah oui, surtout si la maison est en travaux. Faut dire t'es ma Joconde. T'as dit pourquoi? Parce que tu vas finir collé contre le mur. Et voilà, c'est fini pour cet après-midi. Mais Laurent Ruquier revient demain, même heure, même endroit. On va se gêner le best-of à 16h sur Europe 1.